Mardi 29 juin 2010. Sans frapper au carreau. 2 jours qu'il me parle à peine, qu'il s'enferme dans la roulotte, qu'il ne partage plus nos repas. Anna Nina est un peu perdue. Elle a peur de lui faire de la peine si elle passe du temps avec Gustave et moi, et elle regrette de ne plus pouvoir le faire sereinement. Nous profitons des trajets à l'école pour parler. Je lui explique comme je peux la contrariété de son père, du moins ce que j'en comprends. Il n'avait pas prévu tout cela. Il se retrouve au pied du mur. Il a l'impression que sa fille lui échappe, qu'elle l'aime moins qu'avant. Il ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie, de leur vie. Mais je l'aime toujours aussi fort, sauf que ce serait plus simple qu'on reste ici. Pour toi, mais pas pour lui. Il n'aurait plus à réfléchir à où s'arrêter pour que les chevaux aient à manger, ni à trouver un lavomatique pour nos habits, ni une piscine où prendre une douche de temps en temps, ni à comment m'apprendre ci ou ça. Il est un peu bousculé, il a besoin de lenteur, ton papa, tu sais. Mais la vie passe trop vite, il faut en profiter, faire plein de choses, sinon c'est perdu. Laisse-lui du temps. Cette discussion, c'était en rentrant de l'école. En arrivant, Anna Nina a couru jusqu'à la roulotte qu'il repeignait. Elle a passé 2 bonnes heures avec lui avant de venir prendre sa douche, de dîner avec moi et de se coucher épuisée par la sortie scolaire au champ du feu, à crapahuter dans la forêt à la recherche de toutes sortes de feuilles, écorces, pommes de pin et glands. Elle connaît plus d'essences d'arbres que moi. C'est très impressionnant. Je ne supporte pas les conflits, encore moins quand c'est sous mon toit, même s'il a choisi de ne plus le partager. C'est la même cour, le même lieu-dit et la même gamine prise entre 2 feux. Après ma douche, je vérifie que la petite est bien endormie en enjambant Croquette, qui lève à peine une paupière à mon passage. Tout est calme. Sauf moi. Je prends mon courage à 2 mains. Dans l'une, le besoin d'apaiser les tensions, dans l'autre, un désir à assouvir. Je ne sais pas si j'aime cet homme, mais j'aime quand il me fait l'amour. J'ai des amies qui ont un rapport amoureux semestriel et qui s'en contentent largement alors qu'elles ont un homme sous leur couette, alors que moi, j'aimerais en profiter quotidiennement et je n'en ai pas le loisir. C'est drôle, j'ai plus peur qu'il me rejette que la première fois. Peut-être parce que je sens, cette fois, le risque réel que je prends. Je crois qu'il veut repartir d'ici. Je me dis bêtement que c'est peut-être mon cul et mes seins qui le retiendront. De toute façon, s'il me rejette, ce ne sera pas pire entre nous que depuis qu'il est revenu de Paris. Alors... Ma chère Hélène, je suis comme le papillon qui s'est posé sur ta pierre rouge et qui est reparti en donnant l'impression de ne pas trop savoir où il allait. C'était toi qui me l'envoyais pour me dire de me laisser porter par le vent comme lui. Je me sens mal depuis que je suis revenu. Ça m'a fait un choc de voir Anna Nina avec ses cheveux bouclés. C'est rien, une broutille, un détail, mais ça m'a transpercé comme une épée. Comme si le temps de mon absence, elle était devenue une autre. Et puis ce lien entre elles. J'avais vraiment l'impression d'être de trop. Nanny était heureuse de me revoir, elle l'a montré, je l'ai senti. Mais elle semblait si heureuse d'avoir passé ces quelques jours loin de moi. Leur complicité est palpable. Je n'en veux pas à Valentine, même si j'ai l'impression qu'elle me met devant le fait accompli depuis que je suis là. Et qu'elle fait tout pour que je ne parte pas. Mais rien pour me donner envie de rester. Sauf l'amour. Je sens la roulotte qui remue. Je crois que c'est elle. Peut-être pour ça. Tu m'en veux, Hélène, de coucher avec une autre femme. Et tu m'en veux d'y prendre du plaisir. Ça m'a tellement manqué, ça fait tant de bien. J'ai du mal à y renoncer. Aucune occasion ne s'était présentée depuis que tu n'es plus là. Jusqu'à ce hameau. J'en étais arrivé à ne plus ressentir le manque, et elle me l'a à nouveau inoculé, comme un mauvais virus. Je te laisse. Elle arrive.
Il ne peut pas ignorer que je suis là, derrière la porte vitrée. Quiconque monte les 3 marches fait vaciller la roulotte. Pourtant, il ne s'est pas retourné. Il est en train d'écrire dans un cahier. Je regarde son dos un peu courbé. Il n'est pas bien large, mais il a des bras très musclés, à force de tenir les chevaux pour conduire le véhicule. J'ai la main sur la poignée de la porte. Je tremble. Et s'il m'envoie balader? Gaël me dirait que je suis débile de tendre le bâton pour me faire battre. Mais certains bâtons se tendent pour d'autres raisons, et j'ai bien envie d'essayer. Je ne frappe pas pour qu'il vienne m'ouvrir. J'ai conscience qu'il faut un certain toupet pour entrer ainsi dans son chez-lui, mais il sait que je suis là, et il reste immobile. Alors je suppose qu'il attend. C'est le bruit du loquet quand je referme la porte derrière moi qui lui fait poser son stylo et fermer le cahier en le repoussant sur un côté de la petite table ronde. Il s'est redressé sur sa chaise et regarde dans le vide. La lumière au-dessus du petit évier suffit à peine à éclairer la table, mais elle baigne le minuscule espace d'une lumière moelleuse. Je m'approche de lui, sans trop savoir comment l'aborder. J'espère avec force qu'il se retournera et qu'il prendra les choses en main. Mais rien. Alors je m'appuie contre la table, en lui faisant face, juste à côté de lui, et je pose ma main sur son épaule. Il regarde toujours dans le vide, sans aucune réaction à mon geste, tout en continuant de regarder droit devant lui. Je décide de ne rien faire. Je comprends dans les ombres de son visage, dans le tremblement de sa mâchoire, qu'il est sur le point de pleurer. Qu'il y a quelque chose de difficile qui se joue en lui en ce moment. Son cahier attire un instant son attention, puis il s'en détourne et fixe à nouveau un point derrière la vitre, dans la nuit noire. Je sens alors sa main sur ma cuisse, ferme et déterminée. Quelques instants plus tard, il m'allonge sur sa table. Dans mon dos, les miettes de pain de son dîner s'incrustent dans ma peau nue. Je veux plus que des miettes d'amour. Je veux un festin, une orgie, je veux l'ivresse. Je n'imagine même pas qu'il puisse repartir un jour. L'idée du vide est insoutenable. Ça fait 1 heure qu'elle est partie. Je crois que je me suis assoupi. Ça me vide de faire l'amour. Et ça me remplit à la fois. Il y a une sorte d'extase que je ne trouve nulle part ailleurs dans ma vie. J'ose avec elle des choses que nous ne faisions pas, toi et moi, parce que nous étions jeunes, parce que ça ne s'est pas présenté, parce que nous nous aimions d'amour et que la simplicité nous suffisait pour être heureux. Avec Valentine, c'est différent. L'amour avec elle permet de compenser son caractère. Il faut transcender l'autre pour le supporter. Et puis, je ne réfléchis même pas. Elle crie d'envie avec son corps. Je ne fais que la suivre. Je te parle de cela alors que tu étais ma femme, alors que tu es morte. Serais-tu devenue ma meilleure amie, ma confidente? Est-ce que je deviens fou à parler ainsi à un cahier comme s'il était mon guide? Ce papillon, après s'être reposé sur ta photo, a fini par s'envoler vers d'autres horizons. Est-ce ce que je dois faire? Cesser de m'accrocher à ton fantôme et voler de mes propres ailes pour ne pas m'écraser au sol comme le malabar rose de la gare de l'Est? Je pensais être à l'agonie, mais je bouge encore, et je me suis relevé. Enfin, je crois, pour notre fille. Pas le choix. Maintenant, reste à savoir si j'ai encore envie de voler. Je crois que oui. Avec qui? Où? Comment? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais j'ai envie. C'est aussi toi qui nous as envoyé cet orage terrible. Jeudi 1er juillet 2010. À un arrachement près. Encore? Parfois ça aide à recoller les morceaux. Et ça a marché? Oui, ce matin, il est venu déjeuner avec nous, et il m'a presque souri. Presque. C'est déjà ça. Si tu savais comme c'est bon. Qu'il te sourit,
qu'il plus si affinité. Si tu savais comme je suis triste, que Stéphanie ne te sourit pas, qu'elle n'ait plus aucun si affinité. Ça reviendra peut-être. Baliverne. Oula, quand tu jures en mots moyenâgeux, c'est que tu es vraiment désespéré. Je suis anéantie. Gaël, tu ne crois pas que tu accordes un peu trop d'importance à une personne qui n'est pas très respectueuse de tes états d'âme? Bien sûr que si. Je n'arrive pas à l'oublier. Nos échanges me manquent. Son réconfort me manque. De ne plus la réconforter me manque. De ne plus rire ni la faire rire me manque. De ne pas comprendre son abandon me manque. Tout me manque. Je suis un grand cratère vide après le passage d'une météorite qui est repartie dans sa galaxie, en laissant un trou béant derrière elle. Eh bien, dans une dizaine d'années, tu seras un beau petit lac naturel où nageront une flopée de poissons et peut-être aussi, avec un peu de chance, des sirènes avec de longs cheveux soyeux et des seins voluptueux. Ou une cuvette aride à la terre craquelée. Et l'eau de tes larmes, tu la mets où? Sur ton épaule. Fichtre, j'avais oublié. Épluche tes carottes et sois patient. Ça passera avec le temps. J'ai pas envie qu'elle passe avec le temps. Tu peux changer le cours des choses? Non. Alors arrête donc d'essayer et de pleurer de ne pas y arriver. Ce qui est, est, et ce qui n'est pas, n'est pas. Et ce que je veux, je veux. Enfant gâté, tes parents ne t'ont pas appris la frustration? Pas avec les filles. Mais écoutez-le, tu ne t'es jamais fait jeter d'autre fois. Si, en seconde, au lycée. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, toi et moi. J'ai connu ton épaule avant de te connaître tout entière. Exact! Elle s'appelait Céline, elle a joué avec toi comme un chat avec une souris blessée, et tu as bien souffert. Ouais. Et qu'est-ce que tu ressens pour Céline aujourd'hui? Rien du tout. Évidemment, c'était il y a longtemps. Ah, c'est QFD. Tu pensais que c'était la femme de ta vie à l'époque, et les deux seules choses qui t'empêchaient de te foutre en l'air, c'était la profonde souffrance qu'auraient eue tes parents et le fait d'avoir à renoncer à la tarte au fromage de ta grand-mère. Mais ce n'était pas la femme de ma vie. Là non plus. Ah, j'ai raison, tu vois, tu fais tout un foin pour quelqu'un que tu auras oublié dans 5 ans. Stéphanie, c'est différent. Ben tiens, c'est différent parce qu'elle vient de t'arracher le cœur, mais laisse la plaie béante se refermer et tu verras si c'est encore différent avec elle. Tu as peut-être raison. Ça t'arrache la mâchoire de le dire, hein? Je ne suis plus à un arrachement près. Comme un trait d'union. Je range mes affaires dans la roulotte. Je n'ai rien annoncé à Anna-Nina. Je repousse l'instant où il me faudra le faire. Je dois éviter de lui dire au dernier moment, mais j'ai peur de lui fendre le cœur, de ma hache bien aiguisée de sauvage asocial. Je lui dirai que nous partons quelque temps parce que nous avions prévu de voir Martine et Benoît, mes amis, dans les Vosges, et que nous aviserons ensuite. Après tout, pendant les grandes vacances, elle n'a plus l'argument de l'école. Ça me permettra de prendre du recul et à elle aussi. Je crains quand même sa réaction. Mais je suis son père. Et c'est à moi de décider. Pas à Valentine qui l'a amadoué avec ses bricolages, ses cahiers d'école et ses parfums enivrants. Gustave s'est assis sur le perron de la maison. 3 grandes marches en grès des Vosges dont la pierre a été creusée par l'usure des pas, toujours au même endroit. Je ne l'ai pas vu souvent fumer, mais la cigarette sur laquelle il tire semble lui apporter un plaisir certain. C'est sa pause de la journée. En cette fin de juin, le jardin lui prend beaucoup d'énergie. Il tend sa bière devant lui en me faisant signe, d'un clin d'œil, que je pourrais bien venir m'asseoir pour partager ce moment avec lui. J'aime sa discrétion et sa simplicité. Son analyse de la vie et son recul permanent. Il ne cherche pas les histoires, mais n'accepte pas tout non plus. Il sait disparaître avant de se fâcher, pour ne pas s'emporter et faire du mal. Et puis, il est si bienveillant avec Anna-Nina. Il l'appelle ma princesse. Nous échangeons quelques informations météorologiques banales, puis il enchaîne sans me laisser la possibilité de me dérober. Bon,
Gamin, j'ai pas l'habitude de parler de ma vie, mais je regretterai plus tard de ne pas l'avoir fait avant que tu partes. Tu crois que je n'ai pas vu ton petit jeu? Tu as la nervosité de celui qui prépare son coup en douce. Je te dis pas de rester. Je te dis de bien réfléchir à ce que tu fais. Pour toi, pour la princesse et pour ma Valentine. Oh, je sais bien que vous avez couché ensemble. J'ai pas regardé exprès, mais j'ai vu. Quelques secondes, le temps de comprendre. Il faudrait penser à tirer des rideaux quand il fait nuit et que c'est allumé dans ta roulotte. Valentine, c'est une fille bien. Elle a besoin d'un homme dans sa vie. Elle a juste du mal à l'admettre. Et puis toi aussi, mon gars, t'as besoin d'une femme dans ta vie. Même si t'as du mal à l'admettre. On peut s'en passer. Laisse-moi finir, sinon je vais perdre le fil. Et dire que t'as la chance de pouvoir refaire ta vie. Je ne dis pas que t'as de la chance pour ce qui s'est passé. C'est terrible, ça ne devrait jamais arriver. Je ne sais pas ce que j'aurais fait à ta place. Mais même si ta femme te manque affreusement, la chance, c'est de savoir ce qu'elle est devenue. Et surtout, de savoir qu'elle ne reviendra jamais. Alors, tu pourrais peut-être t'autoriser à tourner la page, non? C'est là que je vais te parler de ma vie. Parce que 2 pages qui ne se tournent pas, j'en ai vécu une, qui n'a pas été facile à digérer. Gustave garde le silence un instant, en triturant la capsule de la bière entre ses doigts, qu'il utilise pour gratter la peau durcie de ses mains calleuses. Ma vie, elle a commencé à 14 ans. Et paradoxalement, elle s'est figée le même jour. Parfois, je me dis, et si tu n'avais pas pris cette décision ce jour-là, quel aurait été ton destin? Le genre de question à ne jamais se poser, parce que c'est sans fin et sans réponse. Donc, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une femme sur le trottoir. Une femme en sale état. Et comme c'était devant la commandanture, je me suis bien douté qu'elle avait été torturée par les nazis. Je pouvais pas la laisser comme ça. D'autant plus qu'elle avait un ventre aussi gros qu'un ballon de foot. Je l'ai amenée chez moi pour la soigner, dans le grenier, parce que ma mère voyait ça d'un mauvais œil. Il lui avait brûlé le ventre à coups de cigarette, avec le petit juste en dessous. Tu imagines? Des barbares. Ça, faut l'enseigner aux gosses d'aujourd'hui, parce que des horreurs comme il y en a eu pendant cette guerre, si on l'a pas vécu, je crois qu'on ne peut même pas imaginer. Le lendemain, je l'ai ramenée ici, parce que c'était sa ferme, celle qu'elle avait avec son mari, le Léon. C'est lui qu'il cherchait. C'est pour ça qu'ils l'ont torturée. Et elle n'a pas parlé. Elle avait du courage, ma Suzanne. Mais c'était trop risqué de rester à la ferme. Le vieux voisin a dit qu'il s'occuperait des bêtes, mais qu'il fallait qu'elle parte. Alors je l'ai aidée à passer les Vosges, comme je l'avais fait plein de fois avec mon père. Ce salaud. Lui, il faisait passer les Juifs pour l'argent, pas pour sauver des vies. Et moi, j'admirais les passeurs qui risquaient leur peau pour sauver celle des autres. C'était ça que je voulais faire. Alors j'ai fait passer Suzanne pour la mettre à l'abri dans une ferme de l'autre côté, en zone occupée, loin, dans la montagne. Oh, ça n'a pas été facile. Au moins, le bébé dans le ventre, on ne pouvait pas l'entendre crier. On était silencieux. Mais elle a dû marcher dans la neige des heures entières. On a dormi 2 nuits dans la forêt à des températures négatives. On s'est débrouillé. Et puis, on avait la rage de vivre. Elle voulait prouver à Léon qu'elle n'avait pas résisté pour rien, dans la cave avec le seau, avec les brûlures. Et moi, j'avais la rage de la sauver, pour compenser ceux qui étaient morts à cause de mon père. On est resté dans cette ferme, avec cette famille, pas causante, mais gentille. Je travaillais beaucoup, Suzanne aussi, mais elle ne pouvait plus faire grand-chose avant l'accouchement. Ça a eu lieu un soir d'orage, et ça a été tellement rapide que la fermière n'a pas eu le temps de venir m'aider. C'est moi, 14 ans, tu te rends compte, qui ai pris le bébé au moment où il sortait du ventre de Suzanne. C'était une fille. Elle l'a appelée Léonie, pour son père. Ça s'est bien passé. Et ça reste un moment magnifique pour moi, même si j'étais pas fier. J'avais jamais vu une femme nue. Après la guerre, quand les Américains sont arrivés, on les a suivis et on est retourné à la ferme. Il y avait du boulot pour tout relancer.
Elle m'a appris les chèvres, le fromage, les bases. Et elle a passé sa vie à attendre que Léon revienne. Aucune nouvelle. Jamais. La dernière fois qu'elle l'avait vu, c'était dans la cour de la commandanture, quand il s'était rendu aux Allemands pour qu'ils la libèrent. On a juste su qu'il était parti avec les malgré nous. Personne ne sait ce que c'est en dehors de l'Alsace. Tu le sais, toi? Non. À partir de 1942, les Boches ont enrôlé de force toutes les classes d'âge qu'ils pouvaient pour les envoyer sur le front russe. Moi, j'étais trop jeune. Mais les plus âgés n'avaient pas le choix. Oh, sûrement que certains n'ont pas dû être forcés trop longtemps. Il y a des raclures partout. Mais pour la très grande majorité, ils sont partis sous la contrainte. Les jeunes qui refusaient d'y aller ou qui désertaient savaient que c'était toute leur famille qui était envoyée dans des camps de travail. Et quand on savait de quoi étaient capables les nazis, on n'avait pas trop le choix. Tu sais, des années après la guerre, au camp d'extermination du Struthof, il y avait encore des tas de chaussures, de lunettes, de cheveux. C'était la seule chose qui restait de ceux qui étaient passés par là, qui n'en sont jamais sortis, parce qu'on les a gazés, ou mitraillés, ou incinérés, juste parce qu'ils étaient juifs, tziganes ou handicapés. Dans les années 50, les gamins des villages en contrebas y allaient encore. Rien n'était fermé. Les stigmates de l'horreur comme ça, sous les yeux des gosses. Tout ça, c'est du vécu. Alors, les jeunes Alsaciens ne pouvaient pas prendre le risque pour leur famille. Ils y allaient. Et un grand nombre d'entre eux ne sont jamais revenus. Encore, quand les familles savaient ce qui leur était arrivé, elles pouvaient faire le deuil. Mais il y avait tous ceux dont on n'a jamais eu de nouvelles. Suzanne, elle l'a attendue. Et moi, je la regardais l'attendre. Elle ne pouvait pas se permettre de l'oublier, de vivre une histoire avec un autre homme sans savoir si le sien reviendrait un jour ou non. Tu sais, c'est comme les marins, tant qu'on n'a pas le corps. Certains sont rentrés des années après la fin de la guerre, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi ils avaient mis si longtemps. Alors, elle l'a attendue. Et moi, j'ai attendu qu'elle arrête d'attendre. En vain. Je crois qu'on s'est aimés. On se prenait dans les bras souvent le soir, devant le feu de cheminée, et j'avais de l'émoi à le faire. Mais ça s'arrêtait là. Ça m'a manqué de ne pas être son mari, le vrai, le légitime. J'étais le gamin qui lui avait sauvé la vie, du haut de ses 14 ans. Et on a mis du temps à me voir comme un homme, un vrai. Et elle était plus âgée aussi, alors ça ne se faisait pas. J'étais un peu comme son petit frère. Alors, pour coucher ensemble... De toute façon, le premier sexe de femme que j'ai vu dans ma vie, c'était le sien. Et c'était avec une tête de bébé de 10 centimètres de diamètre en travers. Je crois que ça m'a coupé quelque chose, ce jour-là. J'ai bien essayé l'une ou l'autre fois avec des filles un peu faciles du village, mais c'était pas glorieux. Je revoyais sans cesse cette tête énorme. Alors, cet aspect-là ne m'a finalement pas tant manqué que ça. L'accouchement a tout coupé avant que ça bouillonne. Et tu vois, je suis vivant. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose, mais j'ai passé ma vie avec la femme que j'aimais. Elle, je ne sais pas. Je pense que oui. Elle ne m'a jamais vraiment dit. Elle tenait beaucoup à moi. Mais elle aimait son Léon. La guerre l'a gâché. Parce qu'elle ne savait pas. Tu comprends maintenant pourquoi je te dis que toi, tu as la chance de savoir. Pour ta femme, c'est triste. Mais t'y peux rien. Tu la feras pas revenir. Et il n'y a aucune chance qu'elle revienne, même dans 10 ans. Alors, soit tu passes ta vie avec un fantôme et tu infliges ça à ta fille, soit tu tournes la page et tu recommences à vivre normalement, avec une famille, de l'amour, à ressentir et à faire, et tout ce qui rend vraiment vivant.
Après, je peux pas t'obliger à l'aimer, ma Valentine. Elle a son caractère. Mais vous formez quelque chose d'intéressant. Et la petite est un beau trait d'union entre vous deux. Comme dans Porte-Plume. Faire part. Rendez-vous. Cerf-volant. Pause café. Passe-temps. Tourne-disque. Sous-bois. Clair-obscur, cache-cache, perce-neige. Porte-bonheur. Soleil levant. Les mots réunis par un trait d'union racontent autre chose que pris séparément. Tu vois? Oui. Je suis sûr que la petite adorerait se déguiser en trait d'union. Mais c'est ta vie. Je ne vais pas te dire quoi faire. Juste réfléchir et oser tourner la page. T'as l'air d'être un type bien. Sinon, ta gamine, elle serait pas comme elle est. Personne ne peut décider à ta place. Mais on peut au moins donner notre point de vue. Voilà. C'était le mien. Tu en fais ce que tu veux. Mais vous serez toujours les bienvenus ici. Vie, bon sang. Ta fille, elle donne l'impression de vivre pour deux. Ça va la fatiguer à force. Certes. Vendredi 2 juillet 2010. Pour le meilleur et pour le pire. Je sais qu'il va partir, et je ne peux rien dire à la petite. Il a fait semblant toute la soirée, mais il n'était pas à l'aise. Ça se voyait, ça se sentait. Ce n'est pas à moi de l'annoncer à Anna-Nina, et je suppose qu'il repousse le moment de le faire. Je la regarde jouer dans la cour avec les autres enfants. Quand je pense qu'elle ne sait même pas si elle les reverra après les vacances. Moi non plus, d'ailleurs. Gaël n'est pas encore arrivé, il ne va pas bien en ce moment. Il traîne la patte pour venir, puis pour repartir, il traîne la patte tout court, dans tous les actes de sa vie. Ça m'énerve que cette femme ne lui dise pas à quoi il doit s'en tenir. Elle va me le rendre fou, mon Gaël. Il ne mérite pas ça, lui qui a le cœur sur la main et la douceur dans l'âme. Je me demande ce qu'il lui a trouvé, à part un peu de complicité, un peu de piment, du champagne et des bulles, à part quelqu'un pour qui compter. Et quand on a compté pour quelqu'un et qu'on ne compte plus pour lui, on fait de mauvais calculs. C'est son cas depuis quelques semaines. Aller secouer 130 kilos de chagrin, c'est aussi lourd qu'un gros veau séparé de sa mère. J'essaie de le bousculer, de le câliner, de le provoquer, de le faire réfléchir. J'essaie de gonfler mon épaule pour qu'elle le réconforte mieux. Mais rien n'y fait. Et je garde l'autre épaule pour me pleurer dessus. Je ne vais pas lui infliger ça, même si je n'ai pas l'impression d'être dans un meilleur état que lui. On forme une sacrée paire de paumés en ce moment. Mais c'est aussi ça, les grandes amitiés, pour le meilleur et pour le pire, comme un vieux couple. Il arrive enfin. C'est l'heure de rentrer en classe. Nous parlerons à la récréation. Il a le sourire aux lèvres, et je sais que ça ne dit rien de bon. Elle lui aura redonné un peu d'espoir alors qu'il faut qu'il l'oublie. Il est comme un gamin sur ses chevaux de bois des manèges, qui montent et qui descendent en tournant en rond. J'aimerais que le manège se déglingue et s'emballe, qu'il en soit éjecté par la force centrifuge, qu'il se fasse mal et n'ait plus envie d'y remonter, ou alors que la machine s'arrête pour qu'il ait le temps d'en descendre, n'y voyant plus d'intérêt. Pause déjeuner. Comme tous les ans, nous pique-niquons tous ensemble dans un petit verger derrière l'école. Il fait un temps magnifique, du moins en ce qui concerne l'atmosphère terrestre. Les enfants rient, ils jouent, bougent, s'éloignent un peu, sans franchir les limites que nous leur avons concédées. Ils respirent l'insouciance et savourent l'instant en même temps que leur sandwich et leur petit paquet de chips. Gaël pique dans le mien en arguant que ça fait trop pour mon estomac. Et puis, pour faire un peu diversion, je crois. Elle m'a envoyé un joli message. « J'en étais sûre, lui dis-je, blasé. Cache ta joie. Tu sais bien ce que ça cache, justement. Ça cache une nouvelle déception qui ne saurait tarder. Mais bon, j'ai beau te décrire la situation future, il faut bien que tu la vives pour comprendre. Parfois, il faut éprouver la douleur de la brûlure pour ne pas reposer la main sur la braise le lendemain. Aucune mise en garde n'est aussi efficace qu'une cicatrice sur la peau. Tu me mettras des cataplasmes. Avant ou après la baffe qui te signifiera « Tu vois, je t'avais dit ».
Anna-Nina sera là à la rentrée prochaine? Si je savais. Il ne t'a rien dit? Rien, mais j'ai un mauvais pressentiment. Fais-lui l'amour. Ça ne suffira pas. Pourtant, te connaissant... Et s'ils partent? N'y pense pas. Ne pense pas, Stéphanie, toi-même. C'est où pour arrêter de penser? Je crois qu'il faut lobotomiser. C'est un peu radical, me dit-il, déçu. Ou regarder des émissions de télé-réalité? C'est pire, non? Mais c'est moins irréversible qu'une lobotomie. N'en suis même pas sûre. Tu fais quoi ce week-end? Je range mon sac d'école. Geneviève est en déplacement pour un salon. Range donc ta vie. Et toi? Je me pose dans ma chaise longue et je ne fais rien pendant 2 jours. Même pas cap. Tu es pénible à trop bien me connaître. Alors je ferai un peu de jardinage. Et de la poterie et du ménage. Et tu écriras, tu liras, tu sortiras ta machine à coudre, tu changeras tes meubles de place parce que ça fait longtemps, tu feras 3 lessives parce qu'il fait beau, tu feras la vaisselle des bocaux pour les prochaines conserves, un peu de confiture puisqu'il y a des fraises à ne plus savoir qu'en faire. Et peut-être que tu commenceras à préparer la rentrée de septembre. Quand même pas. Tu y penseras au moins. Vendredi soir. Une ombre en couleur. Voilà, je lui ai dit. Elle pleure dans mes bras. Je crois que c'est toute la roulotte qui tressaille avec ses sanglots. Mais elle n'est pas partie en courant. Elle est venue se réfugier au creux de mon épaule. Peut-être parce que je lui ai promis qu'on reviendrait, au moins en visite, et que je voulais simplement prendre le temps de réfléchir. Les grands réfléchissent trop. Tu sais, ma puce, les adultes ont des responsabilités. Moi, je ne veux jamais avoir de responsabilité. C'est trop dur. On n'a pas le choix. Et pourquoi t'as pas choisi de rester ici? C'est pas difficile, ça, comme choix? Je te l'ai déjà dit. Ce n'est pas si simple. Laisse-moi un peu de temps et on verra bien. D'accord? J'ai le choix, moi? Non. Alors pourquoi tu me demandes si je suis d'accord? Par politesse. Elle ne dit rien. Elle se mouche bruyamment en jetant les mouchoirs usagés au sol au fur et à mesure. Elle en a déjà rempli une 12aine. Elle me demande alors si elle peut dormir dans la maison pour la dernière nuit. Comment pourrais-je le lui refuser? Elle s'est attachée à Valentine comme une fille sans mère s'attache à une image maternelle. Et je vais déchirer l'image. Mais Anna-Nina n'est pas sa fille. Et Valentine n'est pas sa mère. Elle n'a aucune légitimité pour prendre cette place, si ce n'est de nous avoir ouvert sa porte un soir d'orage. Je n'aurais pas dû rester aussi longtemps. J'aurais dû m'empresser de réparer la roulotte et partir au plus vite sans laisser ma fille passer par la case école. Je n'aurais pas dû coucher avec elle. Ça n'est jamais anodin. Quand on a fait l'amour ne serait-ce qu'une fois, il est difficile de faire comme si de rien n'était. Alors, à 3 reprises, ce n'est plus un accident. Et quand bien même ça aurait été un accident, il y a toujours ce « oui mais », cette sorte de présence de l'autre désormais dans votre paysage, cette consommation intime qui fait que celle qui est passée dans votre vie n'en disparaîtra jamais vraiment, parce que son ombre s'est imprimée sur le mur de vos souvenirs. Il y a des ombres de rencontres d'un soir sans importance, des ombres de 20 ans de vie commune, des ombres de passade, mais toujours reste une marque sur le mur, même si on essaie de nettoyer les traces du passé. Je n'aurais pas dû, mais comme c'était bon. Une ombre en couleur. Chuchoter son chagrin. Chuchoter sous la couette avec un enfant est un de ces instants simples qui déposent en douceur un peu de couleur sur la mélancolie. Anna-Nina a attendu que je me glisse dans mes draps pour venir me rejoindre, malgré l'heure tardive de mon coucher,
que j'ai repoussé au maximum pour être sûre de tomber de sommeil sans avoir à lutter. Elle se fiche bien de sa fatigue. Il n'y a pas école demain matin, et puis elle aura amplement le temps de dormir au rythme des chevaux, comme quand elle était bébé. Et c'est probablement la chaleur du nourrisson contre sa mère que je découvre en la sentant, vêtue d'une chemise de nuit légère qui la couvre à peine. Nos deux visages sont à quelques centimètres l'un de l'autre, et je sens son souffle chaud sur mon nez. Elle respire bruyamment par la bouche, le nez encore un peu bouché par les sanglots de tout à l'heure. Ma petite lampe de chevet laisse deviner des paupières gonflées de peine et rouges de colère. Mais la crise est passée. Elle me sourit, simplement. C'est elle qui chuchote en premier, dans un souffle à peine audible. « J'ai pas envie de partir. Je n'ai pas envie que tu partes non plus. Et si on ne revient jamais? Et si tu te disais que tu pars, mais que tu reviendras? Mais moi, j'aimais l'école. Ton papa n'a pas dit que tu n'y retournerais pas. C'est les vacances. Tu iras peut-être ailleurs. J'ai pas envie d'aller ailleurs. Ne pense pas à plus tard. Ne pense même pas à demain. Je lui soutiens ce que j'ai pourtant le plus de mal à faire en ce moment. Ah, nous sommes bien braves parfois à donner des conseils aux autres alors qu'on est incapable de se les appliquer. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Et ne vérifie surtout pas à quel point il est difficile de mettre en pratique ma théorie. Je voulais qu'il tombe amoureux de toi. Ça ne se commande pas, ces choses-là, tu sais. C'était pourtant pas compliqué. C'est peut-être moi qui suis trop compliquée pour lui. On pourra s'écrire? Bien sûr. Ton papa m'a laissé l'adresse de vos amis dans les Vosges. Je t'écrirai, je te le promets. Je pourrais écrire à Gaël aussi? Bien sûr, ça lui fera plaisir. Il t'aime beaucoup. Je lui ai déjà préparé quelque chose. Je peux te le donner? Et tu lui donneras? Oui. Elle a déjà sauté hors du lit et disparaît dans sa chambre. Croquette s'étire en grognant de plaisir dans un demi-sommeil. J'entends la petite fouiller dans ses affaires, puis le bruit de ses pieds nus revenir sur mon parquet ciré. Elle me tend un dessin magnifique, avec des cœurs, des étoiles, un soleil, des fleurs et un gros bonhomme qui sourit. Au centre du dessin, un texte. En commençant à le lire, je reconnais un poème que j'ai écrit il y a quelques années, qu'elle a trouvé dans un de mes carnets de la bibliothèque. Et j'irai dans le soir pleurer toute ma colère, ma rage, mon désespoir et le goût de l'amer. La déception immense et la confiance en peine. J'irai seule dans le soir pour qu'au petit matin je m'éveille nouvelle, lavée de mon chagrin. Le corps débarrassé des morsures et des coups, le regard, certes humide, mais ouvert au possible. D'un monde où tout le monde n'est pas vil, fourbe et flou. Pour qu'au petit matin, je regarde ceux qui, de leurs bras bienveillants, de leurs regards aimants, m'entourent calmement et me couvrent vraiment. Ses frères, ses amours, ses amis attachants. Et d'attache, je ne veux que des liens et des cordes, solides à toute épreuve, y compris à mes failles, pour quand je chuterai, car j'aurai d'autres chutes, qu'on m'assure, qu'on me garde de m'écraser au sol. De sol, je veux celui sur lequel prendre appui, me grandir, m'élever, confiante et aguerrie. J'en ai les larmes aux yeux qu'elle ait choisi celui-ci pour Gaël. Elle a senti, des profondeurs de son innocence d'enfant, l'exactitude de ce qu'il vit, même s'il est le seul à ne pas le voir. Comment à son âge peut-on comprendre un tel poème? Comment si petite peut-elle discerner la complexité des relations humaines? Elle ne cherche peut-être pas à comprendre, elle ne fait que ressentir. C'est peut-être notre tort, vouloir comprendre alors qu'il n'y a pas d'explication. Avoir besoin d'analyser pour digérer, alors que parfois il suffit de laisser faire le temps. Si je reviens dans votre école, c'est avec Gaël que je serai? Oui, tu as le niveau de sa classe. Mais je te verrai quand même dans la cour? Évidemment. Tu crois que mon papa serait plus facilement d'accord si c'est avec Gaël? Je n'en sais rien. Je voulais une maman comme toi, moi. Ne pense pas à des choses comme ça. J'y peux rien. Ça vient tout seul dans ma tête. Alors,
Pense à ton papa quand c'est comme ça. Il fait beaucoup pour toi, tu sais. Je sais, mais il ne m'apprend pas tout ce que tu m'as appris. Moi, je suis sûre que tu reviendras. C'est pas possible autrement. Et si je me cachais, tu crois qu'il partirait sans moi? Il serait triste. Et puis, il te manquerait, non? Si. Tu veux dormir là cette nuit? Je peux. Qui pourrait bien nous en empêcher? Nous avons cododoté la nuit entière. Le plein avant un long voyage. Mon Hélène, je crois que j'aurais préféré que tu disparaisses en mer. Au moins, j'aurais pu m'accrocher à l'espoir du radeau, du chalutier qui t'aurait repêché, de l'île déserte où tu aurais survécu des années avant d'être retrouvé. J'aurais préféré que Gustave ne me dise pas tout ça. J'aurais préféré qu'il ne mette pas le doigt sur ce qui fait mal. Mais si je tourne la page avec toi, je fais comment pour écrire un autre prénom que le tien à chaque ligne? Il a raison. C'est ridicule de t'attendre. Et je sais bien que tu ne reviendras pas. Mais accepter de construire autre chose, c'est accepter de te laisser derrière moi. J'ai l'impression de marcher à reculons depuis 7 ans pour ne pas te perdre. Et je me cogne à force de ne pas voir où je vais. Et je cogne à Nanina aux obstacles de ma propre souffrance. Se retourner. Il faudrait que je sache le faire et que j'accepte l'horizon vide de ta silhouette. Et dire que j'ai atterri ici parce que je n'avais plus de toi. Je n'avais plus de toi. Petite squaw fragile. Anna Nina est raisonnable dans son chagrin. Elle ne s'accroche pas comme l'enfant de premier jour d'école à sa mère angoissée. Je ne suis pas angoissée, je suis triste. Et elle sait que la durée de l'étreinte ne changera ni ma peine, ni la décision de son père. Cette petite a la sagesse de peu d'adultes. Elle ne pleure plus vraiment ce matin, parce que les jolis chuchotements d'hier soir. Elle monte dans la roulotte, sans se retourner. La poupée en tissu que nous avons faite ensemble sous le bras. Éric se tient devant moi, le regard vers la ligne de crête des montagnes en face, pour regarder ailleurs que dans mes yeux sans lumière. Il finit par les affronter et pose sa main autour de mon cou. Fermement. Elle est chaude et puissante, comme nos étreintes. Puis il m'embrasse longuement le front. Pas la bouche, pas la joue. Le front. Cette zone neutre qui permet à chacun d'y ranger son interprétation du baiser. Je n'ai pas la force d'interpréter. Ils partent. Alors à quoi bon trouver un sens à ce baiser sur mon front? Ils partent. Croquette est assise à côté de nous. Elle balaye le sol en remuant la queue, et gémit un aboiement plaintif. Elle a compris, elle aussi. Elle s'était attachée à la petite. Sur qui va-t-elle veiller la nuit maintenant? Le paillasson n'annoncera que du vide sur le parquet de l'étage. Les chevaux piaffent d'impatience de retrouver la besogne, des jours qu'ils n'avaient rien tiré. Pour des chevaux de trait, c'est comme un lion sans viande. Ils démarrent sans se faire prier quand Éric débloque le frein et donne une impulsion avec les rênes. La roulotte s'ébranle dans quelques cliquetis grinçants de rouages devenus muets depuis trop longtemps. Anna Nina s'est installée sur son lit à l'arrière et me fait signe à travers le petit hublot. C'est là que je lâche toute l'eau salée que je retenais depuis que j'avais compris qu'il partait. Elle grimace pour ne pas pleurer, et moi je ne peux plus rien maîtriser. Je vois cette petite fille s'éloigner sans savoir si je la reverrai un jour. Je me sens ridicule de ressentir un tel déchirement pour une enfant que je ne connais que depuis 3 semaines à peine. Mais le temps a-t-il une importance quand la rencontre est évidente? On peut savoir au bout de quelques minutes que la personne que l'on vient de croiser comptera dans notre vie. C'est le cas pour cette gamine. Je crois que j'ai su tout de suite, en l'enveloppant dans ma couverture pour que cessent ses frissons, qu'elle m'en provoquerait un bien plus intense qu'une forte fièvre. Je me prépare aux douloureuses courbatures que la séparation va engendrer. Je suis quand même soulagée qu'un tel véhicule roule si lentement, parce que cela prolonge ce moment où je vois encore Anna Nina me faire des grands signes de la main, et en même temps,
Je suis pressée qu'ils aient tourné au bout du chemin pour faire taire le cœur qui hurle d'envie de les retenir. J'épargne au tableau la course ridicule derrière la roulotte, comme l'amoureux transi sur le quai qui finit toujours par perdre face au train. Croquette le fait à ma place. Elle s'était lancée quand ils étaient à 20 mètres, et puis s'est arrêtée, m'a regardée, hésitante, a couru à nouveau, avec moins de certitude, puis s'est retournée. Dans ses yeux, il y avait un « mais qu'est-ce qu'ils font ? Et toi, qu'est-ce que tu fais planté là ?» Et puis elle a trotté un long moment, jusqu'au bout du chemin, je crois, avant de revenir vers moi. Elle a perdu, face au train. Et moi, je me suis écroulée au sol. Elle me lèche le cou et essaye de me soulever le menton avec sa truffe, mais je suis recroquevillée comme une coquille. Je pleure à l'intérieur. Ils sont partis. C'est une poigne ferme qui me relève. Ça doit faire 1 heure que je suis là, en boule. Croquette a fini par se coucher à côté de moi. Je me retourne sans ouvrir les yeux pour me réfugier dans les bras qui m'ont saisi. C'est Gaël. Je reconnais son moelleux. Gustave n'a pas voulu venir sur le quai, trop dur. Il sera parti parler à ses radis et pleurer dans ses salades, et il ne réapparaîtra peut-être que demain, quand il n'y aura plus trace de sa peine sur son visage. Je sais qu'il s'est, lui aussi, attaché à la petite, et je crois bien à son père aussi, entre hommes. Et puis l'histoire d'Éric l'a touché, lui qui a connu l'attente et le renoncement. Je tiens tout juste sur mes jambes. D'avoir dû les couper pour qu'elles ne m'entraînent pas derrière la roulotte, en lançant à mon cerveau résistant des « bah qu'est-ce que tu fiches ?» comme le faisait le chien. Je fiche qu'il n'y a rien à fiche pour les retenir. Ils sont libres. J'ai dû m'y prendre comme un pied, même si on l'a pris ensemble. Et il n'aura pas eu envie de rester. Mais comment je pourrais faire maintenant pour qu'il veuille revenir ? Tu ne crois pas que c'est le bon moment pour aller voir ta thérapeute en psychogénéalo machin ? C'est ta sage-femme qui te tanne pour que tu consultes depuis un moment, non ? Si. Toi qui attendais un événement pour le faire. Ils sont partis, Gaël. Je sais. Ça fait mal. Au cœur. Et on se sent vide. Tu crois qu'on guérit ? Toujours. Tu guéris, toi ? Pas encore. Mais toujours ne signifie pas forcément tout de suite. Comment tu as su qu'il fallait que tu viennes ? C'était écrit dans les nuages, petite quo fragile. Avec la chaleur de juillet, tes larmes se sont évaporées et ont fait des petits moutons au-dessus de la montagne. J'ai tout de suite su qu'il y avait des gros sanglots à l'origine de tout ça. Ou alors que tu faisais des confitures. J'avais donc de toute façon une bonne raison de venir. C'était des larmes. Ça ne nous empêche pas de faire aussi de la confiture. C'est le meilleur remède au chagrin. Des œufs à la neige et de la crème anglaise. Anna-Nina est assise à côté de moi, sur son petit banc, en hauteur. Elle a mis quelques heures à me rejoindre. Je crois qu'elle a dormi. Elle a la marque des plis du drap sur la joue. Elle me sourit tristement. Je vois sa mère me sourire. De ces sourires spontanés qu'elle distribuait sans compter. Mais il y avait de la joie. Notre petite n'en a pas aujourd'hui. Elle me sourit pour faire bonne figure. Mais elle est triste. Et c'est à cause de moi. Je vais essayer d'atteindre au plus vite le village de nos amis dans les Vosges. On va passer quelques jours chez eux pour qu'elle ne reste pas trop longtemps seule. Ils ont des enfants de son âge, ça lui fera du bien. Et puis mes amis m'aideront peut-être à prendre une décision. Pourquoi ne peut-on pas confier ses choix aux autres comme son argent au banquier ? J'aimerais parfois être dépossédé de tout, même de ça, même de ce que je ressens, et surtout de ce que je regrette. Anna-Nina a glissé sa main dans la mienne et agrippe la lanière en cuir avant de poser sa tête contre moi. Je sais qu'elle ne dira rien aujourd'hui. Elle est capable de parler des heures entières, comme de tout ravaler pour traverser la journée en silence, sans pour autant être fâchée. Elle ne parle pas, c'est tout. J'ai l'habitude. Je dois être pareil.
Elle tient forcément de moi puisqu'elle n'a connu que moi. Je lui ferai des œufs à la neige avec de la crème anglaise pour le dessert de ce soir. Ça ne suffira pas à la faire parler, mais ça lui fera plaisir. Quand j'ai pris les chevaux il y a 7 ans, c'était pour apaiser mon bébé qui pleurait toute la journée. Aujourd'hui, c'est moi que les chevaux apaisent. Le rythme lent, le bruit régulier des sabots sur l'asphalte, les 2 crinières qui suivent en chœur les mouvements, ces muscles forts qui se dessinent le long de leur silhouette, le bruit des naseaux quand ils soufflent leur effort, et puis le mouvement vers l'horizon, la roulotte qui roule. Mais ce n'est plus comme avant. Plus rien n'occulte ma conscience. Le voile est levé. Il est resté à Solbach. Avant, je n'avais pas besoin de réfléchir. La vie me portait. Elle était ainsi. J'avais choisi un jour et j'étais bien décidé à vivre ce choix sans me poser de questions. Il a suffi d'un orage pour que toutes mes certitudes volent en éclats, ou que mes doutes se dévoilent au grand jour. L'homme pense avoir des certitudes, mais ce ne sont rien d'autre que des doutes qu'il n'entend pas. Les miens me hurlent dans les oreilles depuis 3 semaines. Et je fais semblant d'ignorer le bruit assourdissant des certitudes d'Anna Nina. Je suis vraiment un mauvais père. Dans la peau de l'autre. J'y suis. Aller voir quelqu'un pour savoir qui l'on est et pourquoi. Je n'attends rien et j'attends tout de ce rendez-vous. Je ne devrais pas, mais comment faire autrement? Généralement, on consulte quand on n'en peut plus. Bonjour, Madame Bergeret, on ne se connaît pas encore, n'est-ce pas? Non. Qui vous envoie? Sylvie Petitjean, ma sage-femme. Elle vous a expliqué ce que je faisais comme travail? Non, elle m'a juste dit que ça me ferait du bien et que j'allais devoir parler de mon enfance. Je vais vous dire tout cela. La femme, d'un certain âge, est d'une élégante simplicité. Ses yeux sont doux, ses cheveux, longs et gris, ses mains, ses vêtements, son cabinet de consultation, ses fauteuils, les cadres au mur, le canapé sur lequel je me suis installée. Tout est doux. Un cocon réconfortant quand la vie est dure et qu'on vient s'y réfugier. Elle passe 10 bonnes minutes à m'expliquer comment nous réagissons, comment nous nous construisons, ce que nous transmettent les générations antérieures, ce qu'on en fait ensuite. Ce mental qui a pris les rênes dans notre petite enfance et qui fonctionne en mode survie parce que c'est comme ça qu'il a appris. C'est comme ça qu'il trouve à nous protéger. Ça me parle. Je comprends presque déjà des choses. Quelle est votre difficulté? J'aimerais rencontrer un homme, mais je n'arrive pas à m'attacher à quelqu'un. Je vais vous aider à comprendre pourquoi. Et là, elle m'embarque, avec des questions simples, mais pertinentes, dans les profondeurs de mon fonctionnement émotionnel. Je lui réponds au fur et à mesure, avec une évidence déroutante, comme si je savais déjà ce qu'elle est en train de faire sortir au grand jour. Et toujours revient l'étouffement et la peur de mourir. Je ne comprends pas pourquoi j'étouffe ainsi quand j'aime un homme. Elle me dit que c'est trop tôt pour le savoir, mais que ce manque d'air est très fort chez moi, puisqu'il revient, d'où qu'elle parte, quel que soit l'angle. Elle me cuisine depuis 20 minutes, m'ayant tendu un paquet de mouchoirs, tellement je ressens cette peur de mourir dans la solitude et l'étouffement. Elle finit par conclure que s'achève la première étape de notre travail. Vous avez quelque chose de très fort qui vous hante et dirige votre comportement. Je vais vous guider, mais c'est vous qui allez essayer de comprendre d'où cela peut vous venir. Car tout ce que vous m'avez dit, ce n'est pas vous. C'est ce sur quoi vous vous êtes construite, mais ce n'est pas vous. L'objectif est de retrouver qui vous êtes et comment vous laisser enfin aller à être heureuse. Après m'avoir posé quelques questions qui ne semblaient pas appeler de réponse, elle finit par me demander « Vous m'avez dit une chose qui ressemble à une certitude pour vous. On étouffe quand on aime un homme, alors que vous n'avez jamais vraiment eu l'occasion d'en faire l'expérience. Si ce n'est pas vous,
Qui a pu le vivre? Et là, je me sens instantanément submergée par une vague immense, un chagrin terrible, une conviction incroyable. Je pense à Suzanne, ma grand-mère, qui a failli mourir noyée dans un seau d'eau parce qu'elle aimait un homme et qu'elle voulait le protéger. « Ma grand-mère » dis-je d'une toute petite voix. « Suzanne, ma grand-mère. » « Votre grand-mère » ? « Oui. Quand elle a été torturée par les nazis qui voulaient retrouver son mari, ils lui ont plongé la tête dans un seau d'eau pour la faire parler, pour qu'elle le dénonce. Elle ne l'a pas fait, elle était enceinte de ma maman. » Je me mets à trembler, à chercher mon air, j'ai l'impression de ne plus en avoir assez. Je sanglote sans comprendre pourquoi je suis à ce point chavirée. Accueillez ce qui vient là et accordez-vous de le vivre, en pensant à votre grand-mère. J'ai l'impression d'être Suzanne, à genoux devant les Allemands. C'est Gustave qui m'en a parlé le lendemain de sa mort. J'ignorais cet épisode de sa vie, elle n'en parlait jamais. Cela dure un moment. J'ai le sentiment d'être seule au monde, de voir tout s'écrouler autour de moi et de ne rien pouvoir retenir. Mais aussi de prendre la main de ma grand-mère entre les miennes pour lui signifier que je comprends, que c'était dur, qu'elle a fait ce qu'elle a pu. « Ça vous parle ?» me demande la femme. « Ah oui, beaucoup. » Alors c'est ce qu'elle a ressenti à cette période-là qui m'empêche aujourd'hui d'être heureuse avec un homme et qui me donne l'impression d'étouffer dès que je m'attache. Votre maman était dans son ventre quand c'est arrivé. Elle a pu ressentir cela et en être marquée. On étouffe d'aimer un homme. Quelle a été la vie de votre maman de ce côté-là? Elle n'a jamais tenu plus de 2 ans avec quelqu'un. Elle a 65 ans et elle vit seule. Elle a quitté mon père au bout de quelques mois après ma naissance. Elle ne supportait pas la vie de couple. Et en lui expliquant cela, je saisis enfin le lien entre ce qu'a vécu ma grand-mère et ce qui m'arrive. Cet épisode avec les nazis, alors qu'elle était enceinte, a donc inconsciemment imprimé aux générations suivantes de femmes qu'il est dangereux d'aimer un homme, qu'on peut en mourir. Je me remets à pleurer. Cette révélation me bouleverse. J'en veux à la guerre, à ce qu'elle nous a infligé, aux conséquences qui ont empêché ma mère de goûter au bonheur dont elle rêvait, qui m'empêchent depuis des années de construire quelque chose avec un homme que je pourrais aimer. Je ressens la peur, la tristesse, la détresse qu'a probablement ressentie ma grand-mère ces jours de torture et le restant de sa vie. Et ma mère qui en souffre et qui ne le sait pas. Je suis en colère. J'ai envie de hurler cette colère au monde entier. Mais personne n'entendrait. Et puis, ça intéresserait qui? Il n'y a que moi que ça concerne, alors je me le crie intérieurement. Et il en jaillit de violents soubresauts qui font déborder des larmes brûlantes. La femme m'a laissé vivre l'instant. Elle m'a expliqué que c'était important, même si cela semblait déstabilisant et effrayant de se sentir dans la peau d'un autre. C'est une prise de conscience qui va vous aider pour la suite. Alors je suis guérie. Vous êtes sur le chemin. Votre mental va vouloir reprendre le dessus avec ses vieux mécanismes, mais maintenant vous êtes armé pour lui faire face, parce que vous comprenez pourquoi vous étouffez dès que vous vous attachez à quelqu'un. Et un jour, vous serez en mesure de passer outre et d'affronter vos peurs pour vous rendre compte que non, vous n'êtes pas en danger en aimant. Au contraire, j'ai mal à la tête. C'est normal et c'est bon signe. Vous réparez des choses là-haut, vous mettez de l'ordre dans votre vie. C'est violent, mais efficace. Et je peux faire quoi maintenant pour que revienne celui à qui j'avais envie de m'attacher? Le lui dire? Tout simplement. La vie est simple quand on ne s'encombre pas de peur et de pensées inutiles, et quand on est sincère. Vous soignez aussi les hommes? Oui, bien sûr. Vous pensez à quelqu'un? Mon meilleur ami. Il faut juste que j'arrive à le convaincre. Il viendra s'il est prêt. Tout le monde ne met pas de l'ordre dans sa vie de la même façon. C'est un gros bazar dans la sienne en ce moment. Les adolescents ont des chambres en désordre et pourtant ils retrouvent tout. Mais il est perdu.
Peut-être que si vous allez mieux, il aura envie d'aller mieux lui aussi et de ranger sa chambre. Un défibrillateur au sommet. On monte au Donon ? Valentine, il est 18h. Et alors ? Et alors, le temps de hisser ma lourde carcasse là-haut, il fera nuit en redescendant. T'as une frontale, non ? Il faut que je te raconte. Ne quitte pas, je vais demander à Geneviève. Je cherche ma frontale en attendant. Je sais que Geneviève sera d'accord. Elle m'apprécie, me fait confiance, et sait qu'elle n'a aucune prise, aucun effet sur l'amitié qui me lie à son mari, et qu'elle n'a pas d'autre choix que d'accepter que parfois nous ayons besoin l'un de l'autre pour faire face à certaines situations délicates. Elle m'a exprimé un jour sa frustration de ne pas se sentir à la hauteur pour lui venir en aide quand il ne va pas bien. De ne pas être la meilleure amie de son propre mari. Mais on ne peut pas porter toutes les casquettes en même temps. Et puis Gaël, c'est mon frère. Mon vrai frère de cœur. On a pété sous la même couette au lycée. Ça nous faisait marrer. Et ça nous suffisait. On ne se cachait rien, on ne s'épargnait pas. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais on peut tout se dire parce qu'on s'aime avec sincérité. Avec une sincérité rare, qui signifie qu'on peut avoir une confiance sans faille et la certitude absolue que l'autre sera toujours là. Ça arrive aussi dans les couples, mais ce n'est pas le même genre de certitude. Parce qu'il y a les corps, le désir, et que si celui-ci s'épuise un jour, il y a de grandes chances pour qu'il entraîne dans sa chute tout ce qui allait avec. Dans l'amitié, les corps n'ont pas la parole. Elle est d'accord. Tu peux me dire pourquoi je cède à toutes tes injonctions ? Parce que tu sais que tu n'as pas le choix. Rendez-vous dans une demi-heure au parking de l'église. Tu me fatigues. Garde ta fatigue pour le sommet. C'est drôle. J'avais anticipé ce besoin que j'aurais d'aller marcher au Donon après une consultation pareille. J'avais vite fait de mettre mes chaussures de marche, ma lampe torche, une polaire et un sac dans le coffre de ma voiture avant de quitter la maison. Bien m'en a pris. Là-haut, au temple, nous ressentons cette énergie qui nous étire entre le ciel et la terre, qui nous remet dans l'axe, en harmonie avec nous-mêmes. C'est là qu'on vient quand on a des choses importantes à vivre, à se dire ou à partager. Et puis le soir, il n'y a plus personne. On peut crier à 360 degrés, comme si on voulait asperger de notre rage ou de notre joie toutes les montagnes alentour. Elles sont bien assez grandes pour tout absorber sans vaciller. Alors que nous... Gaël est à l'heure, comme toujours. Il possède la rigueur d'une horloge suisse. Il me fait coucou en me voyant arriver. C'est QFD. Tu ne veux pas me dire pourquoi tu m'emmènes là-haut ? Non. Et si ça n'en vaut pas la peine ? Se permet-il de douter ? Ça en vaut la peine. Tu peux au moins commencer, on dirait que tu as vu la Vierge. Je suis une mécréante, tu sais bien. Raison de plus, ça donnerait une force supplémentaire à l'apparition. Je serai à bout de souffle si je te parle en grimpant. Ça me laissera une chance de te suivre. Si j'arrive avant toi, ça me permettra de préparer le matériel de réanimation. Je t'ai pas dit. La commune a installé un défibrillateur là-haut, juste pour toi. Ah ah, très drôle. Tais-toi et marche, sinon on va louper le coucher de soleil. Gaël a effectivement du mal à me suivre. Son manque d'entraînement, ses kilos en trop, qu'il porte comme une combinaison épaisse de maître-chien pour se protéger des crocs. Il préfère la protection à la fuite, l'ancrage à l'envol, le solide au frêle. Mais si on enlève tout le rembourrage, finalement, il reste l'homme fragile qui a besoin qu'on l'aime pour exister. Avec Stéphanie, il a enlevé la combinaison. Il s'est mis à nu, délicat et sensible, hautement vulnérable. Et si ça finit mal, si ça finit tout court, il repartira sur son chemin en réendossant son vêtement plus épais encore, pensant se protéger enfin, définitivement. Mais cela ne fera qu'une couche de plus à enlever la prochaine fois. Parce qu'il y aura une prochaine fois. Je le connais comme si, jumeaux, nous avions grandi entrelacés dans les profondeurs d'un même utérus, sirotant le même liquide amniotique. Parce que quand nous nous sommes rencontrés à 16 ans, nous nous connaissions déjà depuis toujours. Il suffisait d'un mot pour que l'autre comprenne, d'un regard pour que la bouche se taise. Il suffisait de l'autre pour que l'un soit. Monter au Donon,
C'est ma façon à moi, avant d'arriver en haut, de semer des lambeaux de son rembourrage le long du sentier et de pouvoir parler à l'homme nu une fois devant le paysage. Donc réceptif. J'aimerais réussir à le secouer, comme cette femme douce aux longs cheveux gris m'a secoué délicatement pour que s'ouvrent mes yeux. Il y a un banc à mi-chemin, avec une jolie vue. Je décide de l'attendre là. Il déteste que je marche doucement à ses côtés. Il sait que j'aime quand ça avance, quitte à faire des pauses, et de me freiner met en évidence ses faiblesses. Ce qui l'exècre. Le problème quand on attend quelqu'un qui n'avance pas au même rythme, c'est qu'on est tenté de repartir dès qu'il arrive, alors qu'il ne fait qu'arriver. Nous avons donc trouvé une alternative. Il marche d'un pas lent et régulier, sans jamais s'arrêter, mais quand il dépasse mon lieu d'attente, je le laisse prendre de l'avance. « Bonsoir, madame », me dit-il bêtement en arrivant au banc. « Monsieur, il fait bon ce soir, n'est-ce pas? Un temps d'été. Vous allez voir le coucher de soleil? Non, je vais voir ma vie se lever. C'est l'aube pour moi. Vous avez bien de la chance. Moi, je pense atteindre le crépuscule. Le soleil décline et l'obscurité s'installe. Le soleil des uns éclaire le crépuscule des autres quand ils sont liés d'amitié. Alors j'aimerais être aimé de vous. Et dire qu'en arrivant au sommet, à bout de souffle, vous allez me détester. Mon détestable crépuscule risque-t-il d'éteindre votre aube? Certainement pas. Le soleil gagne toujours sur l'ombre. Alors je pourrais vous détester en toute impunité. Toute la nuitée si vous le souhaitez. Tu crois qu'on nous entend? Me demande-t-il soudain en regardant autour de lui. Petit joueur. Je le laisse partir devant. J'ai fermé les yeux et basculé ma tête très légèrement en arrière pour offrir aux derniers rayons de soleil du jour la plus grande partie possible de mon visage et les laisser réchauffer ma peau. Tant pis pour le mélanome. J'ai besoin de chaleur, de douceur, de lumière et qu'on me caresse délicatement. Il n'y a bien que le soleil pour m'offrir cela en ce moment. Bon, je suis de mauvaise foi. Gaël est tendre avec moi. Mais ce n'est pas pareil. Notre amitié n'est pas sensuelle. Elle est douce, mais pas sensuelle. J'attends de ne plus l'apercevoir pour reprendre l'ascension. Je marche d'un pas rapide. J'aime être essoufflée. Je n'ai jamais supporté la marche lente. En y réfléchissant, c'est peut-être ce qui pose problème à Eric. Sa lenteur étouffée par mon dynamisme sans répit le vidait de son énergie. Peut-être devrais-je apprendre à modérer mon rythme? Je décide de commencer dès à présent, et je lutte pour que mes jambes obéissent à ma volonté de ralentir. Je boue à l'intérieur, mais j'y arrive. Évidemment que j'y arrive. On peut décider de marcher doucement. La difficulté n'est pas dans l'acte, elle est dans l'acceptation sereine de celui-ci. Sans bouillir, donc. J'arrive à la croisée du grand chemin et démarche vers le sentier de pierre. J'aperçois mon ami au bout du premier, juste avant un virage. Il déteste ce dernier escalier, traître pour les cuisses fatiguées. Moi, j'aime quand ça brûle sous la peau. Nous nous retrouvons quelques instants plus tard à l'antenne relais. Il poursuit sa marche lente. Il me sourit jaune. Je crois qu'il commence à me détester. Nous ne parlons pas jusqu'au temple. Cette dernière montée est ignoble. On voit le monument, le gros rocher qui le précède, on se dit arrivé, on souffle de soulagement. Mais il reste cette montée entrecoupée de cailloux énormes qu'il faut gravir en cassant le rythme des muscles. Car le dos non, ça se mérite. Nous avons croisé un groupe de marcheurs qui nous ont salués quand nous nous sommes retrouvés à l'antenne, et il ne semble plus y avoir personne sur les lieux. Tant mieux. Je n'aime pas partager l'énergie d'ici quand il est question de se ressourcer. Nous nous asseyons sur les marches du temple, qui regardent comme nous le soleil se coucher. Alors, dis-moi tout maintenant qu'on est là. Me sommes-ils, à bout de souffle? Je ne peux pas dire que je sois guérie, l'est-on vraiment un jour, mais j'ai compris beaucoup de choses à ma vie, et ça devrait me permettre de l'aborder autrement. Chez cette thérapeute dont te parlait la sage-femme? Oui. Tu devrais aller la voir, toi aussi. Je suis sûre que ça te ferait du bien. Dis-moi déjà le bien qu'elle t'a fait,
et on avisera. » Alors voilà. Elle m'a expliqué qu'en venant au monde, dans notre toute petite enfance, nous étions impactés, comme des météorites sur une planète, par les émotions, les peurs, les peines, les doutes de notre entourage proche. Que nous nous construisions là-dessus et que cela entraînait des fausses croyances, des comportements particuliers. Une part de nous, qu'elle nomme le mental, prend très vite les rênes et nous dirige, pensant nous protéger. Par exemple, la profonde déception des parents dont le 4e enfant est encore une fille et pas le garçon tant désiré peut modifier le comportement de cet enfant et la faire fonctionner comme si elle était un garçon. C'est sûrement aussi le cas d'un enfant non désiré, accident de contraception par exemple, qui peut passer sa vie à demander aux autres de le reconnaître et de l'aimer pour ne plus jamais se sentir rejeté. Question de survie, tu vois ? À peu près. Donc tout est la faute de nos parents. Mais non, justement. Ils ont fait de leur mieux, on ne peut pas leur en vouloir. Eux aussi, ils avaient leur casserole à traîner, et nos grands-parents pareil. Nous sommes tous dans ce cas, et toi aussi. On a tous besoin d'être aimés, inutile de faire Polytechnique pour comprendre ça. C'est plus subtil. On ne souffre pas des mêmes choses et pas de la même façon. Et donc, de comprendre d'où ça vient permet de mettre des mots sur les mots et de désactiver autant que faire se peut ce putain de mental qui pense nous épargner et qui nous fait souffrir. Et dans ton cas, j'ai vécu un moment incroyable. La femme m'a fait chercher tout au fond de moi le malaise, ce que je ressentais quand je m'attachais à un homme. Et puis, j'ai essayé de comprendre d'où pouvait me venir cette sensation d'étouffer et ce besoin de partir en courant dès que l'aventure amoureuse s'intensifiait. Je me suis crue dans la peau de ma grand-mère l'espace d'un instant, quand elle a été torturée par les nazis. C'était très fort, et je me suis sentie transportée. C'était moi, c'était elle. J'avais du mal à respirer. En quoi cet épisode a pu impacter ta planète ? Tu n'étais même pas née. Oui, mais elle était enceinte de ma mère. Elle a failli mourir étouffée parce qu'elle protégeait un homme qu'elle aimait. Et aujourd'hui, une fausse croyance me dit « on étouffe d'aimer un homme » et me fait déguerpir dès que je commence à ressentir de l'amour. Ça saute une génération, comme certaines maladies génétiques ? Ça peut. C'est un peu compliqué de t'expliquer en détail. Mais ma mère n'a jamais tenu très longtemps avec quelqu'un. Je crois qu'elle a le même problème que moi, sauf qu'elle ne le sait pas. Et maintenant ? Maintenant, j'ai des outils pour taper sur la tête de mon mental dès qu'il me fait croire qu'on étouffe d'aimer un homme. Et je vais écrire à Eric pour lui demander de revenir. Et tu crois que ça va marcher ? Si tous les joueurs de loto ne jouaient que quand ils sont sûrs de gagner, la cagnotte serait maigre. Et moi, tu crois que j'ai rencontré quelle sorte de météorite ? Je ne connais pas l'histoire de ta petite enfance, mais en tout cas, t'as un mental qui fait tout pour qu'on t'aime et qui s'enflamme dès que c'est le cas. Et tu souffres le martyre quand tu as le sentiment qu'on ne t'aime plus ou qu'on te rejette. Tu crois que c'est parce que mon grand-père était roux et qu'il était la risée de l'école quand il était petit ? Va consulter si tu veux comprendre. Je te dis juste comment je te vois souffrir et je te connais assez pour ça. Peut-être. Et t'as aussi des outils pour moi ? Je t'ai apporté du papier. Je me disais qu'on pourrait chacun écrire notre lettre avant de redescendre. Quelle lettre ? Une lettre pour dire ce qu'on ressent à la personne qui est partie et qui laisse un cratère derrière elle. Pourquoi faire ? Juste dire ce qu'on a sur le cœur et tâcher de passer à autre chose, non ? Tu veux pas plutôt jouer au loto ? Alors que le ciel rougit, je sors un bloc-notes et 2 crayons à papier. Je lui tends le carnet après en avoir prélevé quelques feuilles que je griffonnerai en prenant mon sac à dos comme sous-main. Gaël regarde au loin. Il n'est plus avec moi. Je sais qu'il est avec elle. Ses yeux brillent. Je lui prends la main, j'y entrelace mes doigts, et puis je pose ma tête sur son épaule. Le ciel est magnifique. Je me sens apaisée, et j'aimerais tellement qu'il le soit aussi. Il ne mérite pas cette peine qu'il ressent depuis des semaines. Personne ne mérite ça. Je commence à écrire. Lui reste encore un peu le regard accroché aux roses des nuages. Puis il finit par prendre son crayon.
En rédigeant ma lettre, je pense à Anna-Nina, à Eric. J'ai le sentiment de voir cet homme sous un autre angle, peut-être parce qu'il n'est plus dangereux. Je me sens différente, optimiste, toute pleine d'espoir pour l'avenir. J'ai l'impression qu'il y aura un avant et un après la dame aux cheveux gris. Elle m'a mise en garde. Votre mental va vouloir reprendre le dessus, il est très fort. Mais ce soir, il ne me fait pas peur. Je pourrais déplacer des montagnes tellement je me sens légère. J'écris depuis 10 bonnes minutes quand j'entends Gaël commencer à renifler. Je ne le regarde pas. Il a besoin de se sentir protégé dans sa bulle et pas que je vienne la faire éclater avec ma bienveillance à la con. De toute façon, je sais pourquoi il pleure. Et il n'y a rien à dire. Quand l'obscurité se fait plus loup que chien, j'allume ma lampe torche et je la pose sur la marche au-dessus de nous, de sorte qu'elle nous éclaire conjointement. Comme c'est long de vider son cœur, surtout quand on en a gros sur la patate. Chaque ligne écrite est une épluchure de moins sur notre gros légume. Nous redescendrons quand il n'y aura que des chips autour de nous. Et pour une fois, nous les piétinerons plutôt que de les manger. La nuit est déjà noire quand nous décidons de redescendre. Nous avons chacun la lettre de l'autre dans notre poche, avec l'honneur de la lire et de donner notre avis d'ici demain. Gaël m'a prise dans ses bras tout là-haut, sur l'immense rocher, au milieu de nulle part, au milieu du vide noir, un peu plus près des étoiles qui nous ont servi de guide pour éplucher nos peines. Il m'a dit merci en enfouissant son nez dans mon cou et en me serrant contre son ventre épais, de ses 2 bras enveloppants. Je crois que c'était notre plus beau câlin. Le bisou du prince charmant. Nous avons passé la journée dans un parc d'attractions au beau milieu de la forêt vosgienne. Rien à apprendre, rien à comprendre. Juste le plaisir de savourer la montée dans les airs, de rire des éclaboussures, de crier dans le grand 8 et de manger une glace sur un banc au soleil. Anna-Nina a semblé heureuse. Elle m'a seulement demandé d'acheter une carte postale pour Valentine. J'ai l'impression qu'elle vit avec le même élastique tendu que quand je l'ai quittée pour me rendre à Paris. Je ne connais pas non plus son point de rupture. Je me dis qu'un enfant est souple, mais je me trompe peut-être. Nous avons trouvé un emplacement pour passer la nuit, dans le village d'à côté. Les chevaux sont dans un champ juste derrière nous. J'ai pu faire le plein d'eau au cimetière et les capteurs solaires ont engrangé toute l'énergie du jour. Grand luxe. Nous avons fait des crêpes. Et l'odeur est encore présente dans la roulotte, malgré les fenêtres entr'ouvertes. Il fait une chaleur lourde et les grillons se font entendre dans les champs alentours. Anna-Nina s'est endormie quasi instantanément. La fatigue des attractions. L'estomac chargé de crêpes à la confiture. Je regarde son visage paisible à la lumière lointaine de l'ampoule de la cuisine que je vais vite aller éteindre pour éviter les moustiques. Mais j'aime la regarder, comme j'aimais regarder Hélène dormir lorsque nous venions de nous rencontrer. Pendant le dîner, elle m'a demandé « Papa, si un prince charmant nous fait un bisou quand on est morte, on se réveille ?» Non, bien sûr. « Alors pourquoi tu veux pas plutôt embrasser une princesse vivante ?» Nous sommes bien dans cette roulotte, dans cette vie calme et sans contrainte. Mais je le sais maintenant. Cela ne pourra pas durer. Anna-Nina a besoin d'autres repères. Elle a aussi besoin d'une mère. Je ne sais pas quoi faire de Valentine. J'aimerais laisser de côté son caractère compliqué, son énergie fatigante, ses exigences sans fin, son rythme de vie frénétique, et cette impression qu'elle fuit dès qu'on s'approche d'elle, qui donne envie de prendre la direction opposée. Ne garder que la douceur de son regard, les soirs autour d'une tisane, sa culture incroyable, et ses réflexions souvent en phase avec les miennes quand il est question de nature et d'éducation des enfants. Et puis, son corps. Je suis allongé sur mon lit et je pense à elle, à ce que nous avons fait là la dernière fois, à ses jambes qu'elle ouvrait sans retenue, à sa bouche dont elle se servait avec délectation,
ses seins toniques et tendus, qui venaient me caresser les cuisses pendant qu'elle s'occupait de mon sexe qui ne demandait qu'elle. Rien que de penser à ces moments, je sens monter le désir. Elle a su m'inoculer à nouveau le virus du plaisir, et le manque me tiraille le ventre. Mais je ne peux décemment pas y retourner en lui expliquant que je ne viens que pour son corps. Des filles comme elle, il y en a peut-être d'autres ailleurs, et des écoles, il y en a partout. Si ce n'est que ça, je trouverai bien une solution. Je ferme les yeux, en posant ma main sur le haut durci de mon entrejambe, pour essayer d'en calmer les élans. L'enfance du matin. « Tu es rayonnante !» me lance Gustave en entrant dans la cuisine. Je sors du lit, je ne suis pas douchée, ni coiffée, ni maquillée, et tu me dis que je suis rayonnante ? Ne te parle pas de la surface, je te parle de ton fin fond. Tu sais, l'endroit le plus reculé des gens que les autres ignorent. Moi je le connais, ton fin fond, et il a changé de couleur. J'en suis presque éblouie. Tu n'exagères pas un peu, Gustave ? À peine. Tu crois que si je me concentre bien, ça peut faire office de fusée de détresse pour que les chevaux sachent où revenir ? Je crois que ce n'est pas de détresse qu'il doit s'agir entre vous. Détresse pour la petite, au moins ? À la rigueur. Gustave vient prendre ma tête entre ses mains et la secoue doucement, comme il le fait souvent, pour me signifier qu'il m'aime, y compris dans mes contradictions, dans mes tourments, ou quand je réagis bêtement. Parfois, il émet un « Ah là là, sacré toi !» coordonné au mouvement de ses bras. Mais pas aujourd'hui. Le silence a un autre sens. Puis il se sert un grand café et vient s'asseoir en face de moi. Il coupe une large tranche de pain et y couche une grosse épaisseur de fromage de chèvre qu'il saupoudre de poivre et de ciboulettes cueillies juste avant, dans le jardin, encore humide de la rosée de la nuit. Il trempe le tout dans son café au lait et me regarde en me souriant, les cheveux en bataille, comme un gamin de 6 ans, heureux de l'instant, avant de mordre dedans. Quand on sait tout ce qu'il laisse derrière lui, on se dit qu'il a compris où était vraiment la vie. Il n'a pas oublié la guerre, la séparation d'avec sa famille, le renoncement à l'amour, la mort de Suzanne, mais il ne laisse rien de tout cela gâcher son quotidien. La vie, elle est dans le plaisir de cette énorme tranche de pain tartiné aux mélanges improbables, mais qui ravit ses papilles chaque matin depuis des années. Certains étalent sur leur baguette du matin un mélange de rancœur et de regret, de tristesse ou de colère. Pauvres d'eux. Qu'ils viennent en stage ici. Gustave leur apprendra l'enfance du matin pour leur laisser une chance de ne pas s'endormir trop vieux le soir. J'attends qu'il soit reparti pour déplier la lettre de Gaël. Je voulais la laisser reposer toute la nuit. Trop fatiguée hier soir, trop dans ma bulle, trop contente de voir mon mental capituler et ne plus oser lever le petit doigt, au moins pour un temps. Trop mal à la tête aussi. J'aime l'écriture de Gaël, même au crayon à papier, même à la lumière d'une lampe torche, même après une ascension de montagne, même en reniflant, même quand il décortique ce qu'il a dans les tripes. Ma chère Stéphanie. Voilà, je crois qu'il faut que je t'écrive. Mais je ne sais pas par où commencer. Peut-être par nos débuts magnifiques et cette fin qui me laisse sur ma faim. Tu dis qu'il n'y en a pas. Mais s'il y a eu un joli démarrage et une intense période de croisière et que cela s'arrête, c'est bien qu'il y a une fin, non ? Je ne sais pas si c'est de l'ordre du feu d'artifice ou du lever du jour, du plongeon de 10 mètres ou de l'envol d'une montgolfière. Mais la première fois que je t'ai vu, tu as déplacé mes lignes. Tu avais ce sourire, ce regard bleu, et cette façon parfois de le détourner quand je m'y attardais. Nous devions parler de Raphaël, un pauvre gamin qui souffrait des coups de son père, et tu évoquais son cas avec douceur. J'ai regardé tes mains écrire des mots durs, hématomes, lèvres fendues, violents avec ses camarades, et elles restaient pourtant gracieuses. J'ai aperçu le port de ta tête
élégant et fin, et ses petits cheveux qui bouclaient dans ta nuque, tes clavicules saillantes qui venaient se rejoindre au bord d'un creux subtil et délicat. J'ai surtout entendu ta voix un peu cassée et tes intonations jurassiennes, ou peut-être vosgiennes. Cette voix qui chantait dans mes osselets et les faisait vibrer. J'en perdais l'équilibre. Ta silhouette frêle avait la fragilité d'un oiseau tombé du nid qu'on a envie de prendre dans ses mains pour le protéger du froid, des vents violents et des chats. Et moi j'avais de grandes mains toutes chaudes qui ne demandaient qu'à s'ouvrir. Tu as accepté de me laisser ton numéro et tu as pris le mien. Je n'ai pas compté ensuite le nombre de messages qu'on s'est envoyés, l'intensité de l'attente, la perplexité dans laquelle le silence de l'un laissait l'autre. Je n'ai pas recensé toutes ces fois où je cherchais délicieusement un refuge pour te répondre. Dans le grenier de la maison, au fond de la cour de l'école, dans une allée peu fréquentée du supermarché. Et quand bien même il y avait foule autour de moi, je me sentais protégée dans ma bulle, parce qu'il n'y avait que toi qui comptais à ce moment-là. Je n'ai pas noté les jolies phrases, les rires simples et la longueur de certaines de nos discussions, parce qu'il n'y avait pas de place pour le calcul dans notre relation. Nous avons vite évacué le désir. Du moins, avons-nous décidé de le faire. Il n'avait pas sa place. Trop de risques de peine autour de nous et de dégâts collatéraux. Nous refusions cela. Nous voulions nous garder sans perdre notre moitié respective et nous considérer chacun comme la cerise sur le gâteau de l'autre. 2 cerises accrochées à la même tige. C'était simple, c'était beau, c'était touchant et ça rendait vivant. Ça me rendait vivant de compter pour toi, et je sentais que c'était réciproque. Tu semblais heureuse de m'écrire, de me parler, parfois de me voir, même si ces moments-là étaient douloureux de rareté. Je crois que je me suis attachée à toi comme un enfant à son doudou. Et aujourd'hui, j'ai le chagrin du gamin qui l'a perdu. Parce que tu n'es plus là, Stéphanie. Tu es partie de notre relation sans que je comprenne pourquoi. Tu n'as jamais vraiment parlé de tes émotions. C'est étonnant pour une femme, mais je respectais ta retenue. Après tout, je m'en contentais. Tu me montrais autrement que tu tenais à moi. Du moins, je le pensais. Aujourd'hui, j'ai un doute immense qui me ronge le ventre et me désintègre de l'intérieur. Pour une fois, je suis heureux de mes kilos en trop. Je me dis qu'ils me laisseront un moment de répit avant de disparaître tout à fait et que le manque de toi mettra beaucoup de temps à me ronger complètement, avec ce minuscule espoir que le processus s'interrompe avant la fin. Parce que quand on a vécu l'intensité de l'autre, l'intensité de soi, l'intensité d'un nous, et qu'on se retrouve face à la politesse et au silence, comme un mur venu s'ériger sans aucun signe avant-coureur, on s'y cogne. Et hébété au pied de celui-ci, on se remet forcément en question. On doute de soi. On doute de tout. Je me demande si j'ai dit quelque chose de mal. Si je t'ai trop donné, ou pas assez. Si je me suis trop attachée à toi, ou pas assez. Si tu as rencontré quelqu'un d'autre, de plus gentil que moi, de plus drôle, de plus élégant. Ou si ton mari t'a sommé de fermer la porte de derrière, celle qui donne sur le jardin secret à cause des courants d'air. Faisions-nous quelque chose de mal? Vaste question. C'est quoi le mal quand on s'attache à quelqu'un? L'étouffer? T'ai-je étouffé? Le mettre en danger? T'ai-je mise en danger? Rendre l'autre redevable d'un toujours oppressant? T'ai-je rendu redevable d'éternité? L'obliger à faire des choix? T'ai-je obligé à faire des choix? Je n'ai même plus de réponse tellement elles sont écrasées par l'incompréhension. Pourquoi ne pas m'expliquer ce qui s'est passé ce jour où tu as décidé qu'il fallait s'éloigner? Existe-t-il cet instant qui a soudain fait chavirer la barque de notre amitié? Ou bien a-t-elle pris l'eau insidieusement, par capillarité, à travers la paroi poreuse de nos différences, ou par les petits trous que l'usure aura creusés dans notre complicité, parce qu'elle était si dense qu'il fallait la percer pour la laisser respirer afin qu'elle ne meure pas? Elle est morte quand même. Pourquoi me laisser dans l'attente, dans le vide, dans le rien d'un téléphone qui ne sonne plus par toi, et me laisser supposer un avenir dont l'horizon n'est plus assez grand pour te garder puisque tu t'éloignes?
Pourquoi le silence et l'indifférence, alors que je te crie qu'ils font mal depuis des semaines et que je préférerais que tu me dises la vérité, ta vérité? Pourquoi te déguiser encore en cerise alors qu'il ne reste que le noyau? Et encore, y a-t-il seulement eu un jour un noyau? J'en suis là, Stéphanie. J'en suis à me demander si la cerise en était une. Pourquoi elle est tombée de mon gâteau et pourquoi, même en me penchant sous la table, je ne la retrouve pas. J'en suis à me demander si je n'ai pas été victime d'un mirage, trop assoiffé de ce que tu étais, de ce que j'avais envie que tu sois pour moi. J'en suis à ne plus savoir où j'en suis. Ma meilleure amie me dit de revenir vers mes fondamentaux et de t'oublier. J'essaie. Mais c'est difficile. J'y crois encore. J'ai tellement envie d'y croire encore. Je me dis qu'il est impossible que tu n'aies été qu'un mirage, ou que j'ai pu à ce point gâcher notre relation. Mais à quel moment? Dis-moi la vérité, Stéphanie, si tu me respectes vraiment. Dis-moi où je dois me situer quand je pense à nous. Et si le nous existe encore. Je tiens à toi. Je t'aime fort. Gaël. Je replie la lettre en séchant mes larmes. Mon ami, mon meilleur ami, mon frère, en est là. Et je ne peux rien faire. Juste tendre mon épaule. Je la sens bien frêle face à un cataclysme pareil. Je ne suis manifestement pas la cerise de son gâteau. J'espère en être la chantilly. Évidemment que j'en suis la chantilly, depuis le temps, et avec ce que nous partageons. Mais cette femme devait lui apporter autre chose. Cette chose que je n'ai pas, que je n'ai jamais eue, et que je n'aurai jamais. La brûlure excitante de l'interdit, peut-être. L'ivresse du trouble, sûrement. Le chagrin du déchirement, pour finir. La gueule de bois donne parfois un goût amer à la fête. Et pourtant, on la fait quand même, en se disant qu'on regrettera plus tard. Il faut au moins que je lui prépare un de mes chocolats chauds maison pour quand il arrivera dans quelques minutes avec les croissants tièdes et la baguette croustillante. Au moins. Le lait commence à bouillir quand sa voiture se gare dans la cour. J'éteins le gaz sous la casserole et je verse le chocolat en poudre en tournant vigoureusement mon fouet dans la préparation. Je me retourne un court instant quand il entre dans la maison, juste le temps d'apercevoir ses paupières boursouflées. On pourrait hésiter entre un urticaire géant localisé autour des yeux et un chagrin nocturne intarissable. J'opte évidemment pour la deuxième hypothèse. Ça me fend le cœur. On souffre des peines de ceux qu'on aime, surtout quand on ne peut rien faire. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est un pas vers l'apaisement. C'est mieux dehors que dedans, tout ça. Il a dû pleurer tout le soir et s'endormir sur un dernier hoquet d'épuisement, dans les bras de sa femme, les doigts entrelacés. Qu'a dit Geneviève? Rien, elle me connaît, elle est patiente. Elle m'aime. Elle sait que je l'aime. Amen. Il n'y a rien d'autre à dire. Ça ne t'a pas fait du bien d'écrire? Si. Alléluia. La messe est dite de toute façon. Qu'en sais-tu? Je le sais. Je n'ai même pas besoin d'envoyer la lettre. Bien sûr que si. Il y a un moment où d'être fixé permet de reprendre la marche. La marche vers où? Vers toi-même, vers d'autres, vers demain. Et je fais quoi de demain quand il manque des morceaux d'hier? Demain n'a pas besoin d'hier pour être demain. Et Gaël n'a pas besoin de Stéphanie pour être Gaël. À toi d'y mettre autre chose dans ton demain, surtout si hier était un chemin cabossé. Je vais voir ce qu'elle me répond. Elle est touchante, ta lettre. C'est elle qui doit être touchée. Si elle ne l'est pas, c'est qu'elle ne te mérite pas. La tienne aussi est touchante. S'il ne revient pas avec ça, je n'attends plus rien. Menteuse. J'essaye de ne pas attendre. La nuance est de taille. C'est l'intention qui compte. Le cœur aphone. J'ai dû être vu comme une bâtisse aux murs épais durant toutes ces années. Une forteresse imprenable, dénuée de la moindre fissure dans laquelle mes amis auraient pu tenter de faire passer un début de réflexion à propos de ma situation. Cela m'effraie après la discussion que je viens d'avoir avec Benoît.
J'étais à ce point fermé. Ainsi ont-ils toujours considéré que je m'enfonçais dans une impasse et que j'y entraînais ma fille. Qu'ils ne savaient pas comment ils auraient pu m'en parler sans perdre mon amitié, tellement j'étais hermétique à toute discussion sur le sujet, que je me serais fâché et qu'ils n'en avaient pas envie. Il a peut-être raison. Je n'écoute pas ce que je n'ai pas envie d'entendre. Sauf que depuis quelques semaines, je ne sais plus ce que je veux entendre. Alors je me mets à écouter. Cacophonie. J'ai l'impression de devenir dingue, à l'idée de devoir faire un choix pour la suite de notre vie, et que ce soit le mauvais. J'aimerais acheter une place de cinéma, m'installer dans un fauteuil confortable au fond de la salle, et voir se dérouler les 2 films de ma vie, en fonction de la décision que j'aurais prise. Je ne peux pas faire pouf-pouf, ni tirer à la courte paille. Et quand je réfléchis, j'ai des arguments dans les 2 options. Martine me dit d'écouter mon cœur. Il est aphone depuis 7 ans. J'ai évoqué avec Benoît les quelques moments intimes avec Valentine, entre hommes, à la dérobée, en préparant le feu du barbecue. Il me dit d'écouter mon corps. C'est bien le seul qui parle en ce moment. Mon corps. Il crie même, famine. Mais enfin, on ne prend pas les grandes décisions de vie avec sa bite. Elle me susurre, hein. Et pourquoi pas? Au secours. Alors que je tente de la raisonner, ou de me raisonner, moi, Martine s'approche et me tend la lettre qui est arrivée pour nous aujourd'hui. Il y a un kit de bricolage pour Anna-Nina et une lettre cachetée à son nom. Elle a déjà saisi le tout et file se cacher à l'abri des regards pour l'ouvrir. Elle a bien compris qui était l'expéditeur. Et pour moi, une enveloppe épaisse qui suggère une longue lettre. Je montre moins d'entrain à courir me cacher, mais je me protège quand même au fond du jardin, assis sur un banc en bois, au milieu des roses trémières. Bonjour, Eric. J'ai essayé de te tutoyer il y a quelques jours, mais tu n'as pas semblé décidé à l'accepter. Je réessaye. Tu auras remarqué que je suis déterminée dans la vie. Avec ce que je vais te dire, il serait ridicule de se vouvoyer encore. Je suis déterminée, mais seule et triste. Et plus encore depuis que vous êtes partis. Personne n'avait rien demandé à personne cette nuit d'orage-là, et il a pourtant fait en sorte que tu me demandes l'hospitalité, et que quelques semaines après, je te supplie de rester. Je ne t'ai pas supplié? Ah non, tu as raison. Je suis trop fière pour ça. Trop bête, oui. Cela dit, je ne suis pas sûre qu'en m'accrochant à ta jambe et en me laissant traîner sur le sol avant que tu ne montes dans la roulotte, tu aurais changé d'avis. Et puis, supplier n'est pas très sain dans une relation. Ça induit un pernicieux rapport de force. Ainsi, personne n'avait rien demandé à l'orage pour qu'il vienne foutre le bazar dans des vies bien tranquilles. Et il a pourtant eu le toupet de mettre une étincelle dans nos barils de poudre. Dans le mien, en tout cas. À tel point qu'après votre départ, j'ai franchi un cap dont je me détournais depuis des années. Je savais pourtant que quelques réponses se trouvaient en moi pour comprendre mes peurs et me donner une chance de savourer un peu mieux les relations avec les autres. Je te passe les détails, mais j'ai compris, avec l'aide d'une thérapeute, que si je refusais de m'attacher à un homme, c'est qu'inconsciemment, j'avais l'impression que je prenais un risque pour ma vie. Nous avons fait le lien avec ma grand-mère, qui a failli mourir étouffée pendant la guerre, d'avoir protégé l'homme qu'elle aimait. Ça ne veut pas dire que je sois guérie, ni que je sois devenue facile, relaxe, patiente et reposante. Dommage, hein? Mais ça me permet de prendre du recul par rapport aux situations qui se présentent et de faire en sorte de ne plus réagir de la même façon. Ça me permet aussi de comprendre que ma suractivité n'est qu'un leurre pour combler ma douloureuse solitude. Et que celle-ci n'est que le fruit de ma peur d'étouffer à l'idée de laisser une place à quelqu'un dans ma vie. Si je te raconte tout ça, Eric, c'est bien parce que ce quelqu'un, j'aimerais que ce soit toi. Ce n'est pas une déclaration d'amour, c'est une invitation au retour. Pour voir si, en mettant nos vies bien à plat, on ne peut pas construire quelque chose ensemble. Et on verra bien si l'amour s'invite à la table des négociations. Ta fille est un rayon de soleil.
et je sais que je n'ai aucune légitimité à m'attacher à elle. Mais cela a pourtant été le cas. Elle est vive, intelligente, douce, intéressante, et d'une grande sensibilité. J'ai du mal à me faire à l'idée qu'elle n'aurait traversé ma vie que quelques jours. Mais ce n'est pas que pour elle que je t'écris et que j'ai envie que vous reveniez. J'ai aimé ton corps, et ce que nous en avons fait. Toi aussi, je crois. Et pourquoi ne pourrait-on pas imaginer que ce soit la porte d'entrée à quelque chose de plus élaboré? Une maison se construit sur des fondations, et pourquoi le sexe n'en serait-il pas une? À nous de bâtir le reste. C'est important pour la santé de faire l'amour. Tu semblais le nier, mais je ne peux pas t'assurer d'avoir fondamentalement changé et d'être devenu irréprochable en une séance de travail. Mais d'avoir compris que je fonctionnais sur un autre mode que ce que je suis me donne envie d'évoluer, de me retrouver et de vivre enfin ma vie en essayant de combler tous les besoins qui la constituent. J'aimerais que vous reveniez, même si nous n'officialisons rien. Tu pourrais inscrire Anna-Nina à l'école avec Gaël. Vous pourriez dormir au fond de la cour, ou plus loin dans le village, ou dans un autre village. Tu pourrais aussi rester dans la roulotte et laisser la petite investir une chambre en dur. J'en aurais même une pour toi, si tu le souhaites. Une autre. Ou la mienne. Tu pourrais taper dans ma réserve de conserve autant que tu veux et te servir de mes outils. Tu pourrais me dire quand je suis pénible, que je veux faire trop de choses, que je te presse de faire comme moi je veux alors que ça ne te convient pas. Tu pourrais venir me faire l'amour quand tu en as envie, ou m'inviter sur la table de ta cuisine. Même pas la peine d'enlever les miettes. Sensoriellement, c'était une expérience surprenante. Tu pourrais me laisser Anna-Nina le temps d'une course, d'un cinéma ou de quelques jours en solitaire. Tu pourrais te sentir bien à un seul bar et développer une activité pour toi. Tu pourrais même imaginer que ces années sur les routes ont été magnifiques et que c'était le bon choix, mais que d'autres perspectives s'ouvrent aujourd'hui sans remettre en question le passé. Tu pourrais faire confiance à l'orage. J'essaie de ne pas vous attendre. J'essaie. Vous me manquez. Je t'embrasse. Partage avec Anna-Nina. Valentine. Les petits pois. Une bonne semaine est passée depuis que nous avons envoyé nos courriers respectifs, Gaël et moi. Une semaine où je me suis jetée dans le jardinage, les conserves, les confitures, la couture, le ménage, la poterie, l'écriture, la lecture. J'ai même ressorti ma guitare. Et un puzzle. 3000 pièces. Ça me vide la tête. J'essaie de ne pas attendre. Comment ne pas le faire? C'est impossible. On attend forcément quand on espère. Et ne pas espérer, c'est triste. Vaut-il mieux espérer et être déçu que de ne plus rien attendre? Je n'ai pas de réponse. Gaël se morfond. Je le sais, je le sens dans ses messages et dans sa voix. Ils sont partis quelques jours dans le Jura avec Geneviève. Ça leur a fait du bien à tous les deux. Casser la routine, se retrouver face à l'autre, face à soi, face à la suite. Profiter des plaisirs simples. Un bon restaurant, une balade dans la nature, quelques musées, se prendre la main, même en silence. Partager le temps suspendu, partager la même bulle. Et se prendre dans les bras, sanctifier le couple et lui redonner du souffle. Gustave parle souvent d'Anna-Nina. Je crois qu'il a souffert de ne jamais avoir eu d'enfant à lui. Il y avait ma maman, qu'il a accueillie à sa mise au monde et qu'il a élevée comme sa fille. Mais toujours avec ce léger sentiment de retrait, comme un intrus qui a pris la place d'un autre et qui n'aura peut-être pas toujours la légitimité de le faire. Et puis, il y a eu moi, dont il a pris soin comme de sa petite fille. Il aurait aimé que j'aie des enfants, parce qu'à chaque nouvelle génération, il se sentait un peu plus légitime. Et puis, depuis la mort de Suzanne, il y a cette certitude que son Léon ne reviendra plus. Alors il s'est attaché à Anna-Nina et à Eric. Je sais qu'il aurait eu envie de le secouer,
de le retenir, de l'attacher, de faire fuir les chevaux pour qu'ils ne puissent pas partir. Mais Gustave a appris sa vie entière à être discret. Ce n'est pas maintenant qu'il va devenir envahissant. Ils avaient commencé un carré de potager avec la petite. Je le vois tous les matins qui arrose les plates-bandes. Je suppose qu'il y soigne les légumes comme nulle part ailleurs dans le jardin, pour que si elle revient, il puisse lire la joie sur son visage. Leur petit carré. Le plus beau de tout le potager, de tout le village même, parce qu'ils y ont semé des graines enrobées de joie de vivre et d'émerveillement. 2 enfants que seulement 77 ans séparent. Je suis assise sur le banc, devant la maison, au soleil de cette fin de matinée. J'écosse des petits pois dans une passoire. Les premiers de l'année. Nous nous réjouissons toujours de les cuisiner avec des oignons et quelques lardons, parce qu'ils sont alors délicieux. Je ne résiste pas, quand ils sont un peu plus petits que la moyenne, à les manger crus, parce qu'ils sont encore un peu sucrés. Plaisir d'enfance. Gustave vient s'asseoir à côté de moi. Il ne dit rien pendant un long moment avant de se décider à me demander comment je vais. Je vais. Et ton ami? Gaël? Il essaie d'aller. C'est bizarre que vous viviez la même chose au même moment. Ce n'est pas la même chose. Nous ne sommes pas dans la même situation. Vous attendez tous les deux un signe, une nouvelle, le retour de quelqu'un à qui vous vous êtes liés et qui vous manque. Attendre, attendre encore. Tu en connais un rayon. Il ne faut pas attendre. Il faut profiter des choses qu'on a, pas de celles qu'on espère. Et quand ce qu'on a n'est pas suffisant pour se sentir bien, alors trouver dans ce que tu as de quoi te sentir bien. Tu sais bien que ce n'est pas toujours possible. Évidemment, je sais. Je tâche de te réconforter un peu. Fais confiance. Ce qui doit arriver arrive. Et s'ils ne reviennent pas, c'est que tu avais autre chose à vivre. Regretter ne sert à rien. Tu ne regrettes rien, toi? Je regrette tout, sauf d'avoir aimé ta grand-mère. Pour le reste, j'ai fait comme j'ai pu. Mais on ne maîtrise pas grand-chose dans la vie, tu sais. Et c'est notre grand tort de croire que c'est possible. Vouloir tout maîtriser, parce que c'est rassurant. Mais il suffit d'un événement particulier et tout peut être chamboulé. Il suffit d'une guerre. Il suffit d'une femme en détresse sur un trottoir. Il suffit d'un orage. Chaque jour, je me disais que Léon pouvait rentrer le soir même, à l'improviste, et que ma vie ici ne tenait qu'à un fil, que peut-être j'allais devoir tout recommencer ailleurs, et laisser derrière moi la personne que j'aimais le plus au monde. Parce que c'était comme ça. Alors chaque jour, je profitais de tout ce qui m'arrivait de positif avec elle, en me disant que c'était peut-être le dernier. Je réfléchissais à peine au lendemain. À quoi bon, puisqu'il serait peut-être tout autre? Alors je ne devrais pas réfléchir à demain. Si, mais sans espérer aucune certitude. L'incertitude est inconfortable. Oh oui, mais la vie est une incertitude à elle toute seule. Il n'y a que quand on est mort qu'on est sûr d'être mort. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'imprévu. C'est comme ça et on n'y peut rien. On peut juste l'accepter. C'est si vrai ce que tu dis, mais si difficile à réaliser. Pense à tes petits pois, à ton puzzle, à ton jardin, à ta couture. Une chose après l'autre, une journée après l'autre. Et si demain ils reviennent, ce sera une journée avec eux et tu savoureras. Mais tu ne seras pas triste si cette journée s'achève sans les avoir vus revenir. Tu vois? Oui, je vois. Tu y arrives, toi? Maintenant, oui. Ça n'empêche pas de ressentir le manque, mais sûrement moins fort. C'est comme ça, point barre. Tu ne peux pas changer les gens. À peine te changer toi, alors, hein? J'ai quand même envie qu'ils reviennent. Évidemment, moi aussi. Mais l'envie et l'attente sont 2 choses différentes. C'est ton ami Gaël qui suit la factrice? Ajoute-t-il en scrutant la route en contrebas. Oui, c'est Gaël. Il se gare dans la cour, alors que je salue la jeune remplaçante qui fait la tournée depuis une semaine. Elle me tend une seule grande lettre. Il y a des fleurs, des papillons, des oiseaux, un cerf-volant. Et l'écriture d'Éric. Je souris à Gaël en agitant l'enveloppe. Il me rend l'appareil, en secouant la sienne.
Tu l'as reçue aujourd'hui aussi? Hier. Mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Alors je me suis dit que tu pourrais peut-être le faire à ma place. Tu veux que je lise la réponse de Stéphanie? Et tu veux lire celle d'Éric? Pourquoi pas? Comme ça, on pourra prendre des pincettes pour ménager l'autre si c'est difficile à entendre. Ou alors Gustave pourrait lire les deux et nous faire un compte-rendu. Ah non, 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 rétorque ce dernier en se levant précipitamment, entraînant dans sa fuite Croquette, qui a dû elle aussi sentir le piège. Bon, d'accord, lui dis-je. Je mets à cuire les petits pois et on s'installe quelque part. Gaël frétille d'impatience. Il se réjouit de connaître le contenu de la lettre. Se sent bête de ne pas avoir pu l'ouvrir. Mais il en attend tellement qu'il a peur. Ne pas attendre, prendre ce qui vient. Nous nous sommes assis un peu à distance l'un de l'autre, pour ne pas nous perturber en lisant. Gaël est parti sous l'avancée de toit du hangar, à l'ombre. Je suis restée sur le banc, au soleil. Il a déjà commencé à lire, après s'être empressé de préciser qu'il y avait un dessin d'Anna-Nina pour moi, mais aussi pour lui. Quand j'ouvre la lettre qui lui est adressée, je suis surprise de n'y trouver qu'une feuille unique, pliée en 4, et dont l'écriture ne déborde pas sur le verso. Elle n'aura pas écrit beaucoup. Je la déplie. 2 mots, et son nom. 2 mots. Je regarde mon cher ami, concentré sur la lecture de ma lettre, et je replonge immédiatement mes yeux sur la feuille, pour qu'il ait l'impression que j'ai encore beaucoup à lire. Je trouve le prétexte d'aller remuer les petits pois pour faire diversion. Je les touille tellement qu'ils n'attacheront pas. 2 mots. En ressortant, je le vois qui se dirige vers moi, le sourire aux lèvres. « Qui commence ?» me demande-t-il. « Toi. »« Bon, t'es assise ? Ça se voit, non ? Alors voilà, je vais avoir une nouvelle élève, et non des moindres. Il t'annonce que tu peux inscrire Anna-Nina dans ma classe l'an prochain. » Formidable. Par contre, ne te réjouis pas trop vite. Il ne précise pas s'il viendra vivre à la ferme ou s'il ira mettre sa roulotte ailleurs. Il dit juste qu'il réfléchit à tout ça et qu'il a besoin de temps. Il n'exclut pas que vous fassiez des choses quand même, parce que ton corps lui manque. J'ai dû tout lire, hein. Ben tiens. Dis donc, tu ne m'avais pas tout raconté. Il fait référence à certains détails intéressants. Gaël. Certaines choses sont un peu plus intimes que notre amitié quand même. Bon, bref. Donc il ne sait pas encore quand il reviendra exactement, si c'est à la mi-août ou fin août, ou encore juste avant la rentrée. Il te dit de ne pas l'attendre, mais qu'ils seront là pour le jour de la rentrée. C'est une magnifique nouvelle, non? Si. Bon, à toi maintenant. Viens t'asseoir. Pourquoi tu fais cette tête? Parce que je me concentre sur mon épaule. Quelle épaule? Celle que je t'avais promise. C'est pas une bonne nouvelle, me demande-t-il, soudain inquiet. Ça dépend comment on analyse les choses. Je me lève alors et m'installe entre ses jambes en le prenant dans mes bras. Il a posé sa tête contre ma poitrine. Je suppose qu'il entend battre mon cœur, agité par le contexte. Il doit aussi sentir mon parfum, celui que j'ai depuis des années et qui doit constituer un repère olfactif pour lui. Des repères, il lui en faudra quelques-uns dans les prochains temps, parce qu'il va perdre les siens. Il ne me demande rien. Il me laisse lui caresser le haut du dos. Les petits pois vont sûrement brûler, mais je ne peux pas le lâcher, là, maintenant. On attendra la prochaine récolte pour en manger. Nous avons cette chance de nous avoir l'un l'autre, de nous comprendre, de nous estimer. Nous sommes capables de partager le pire comme le meilleur. Gustave a tort. Il y a quand même quelques certitudes dans une vie. Mon indéfectible amitié pour Gaël en est une. Nous sommes comme 2 petits pois rangés dans la même cosse. Et c'est bon comme le goût de l'enfance insouciante. Je regrette. Stéphanie. Se retourner sur sa vie, c'est prendre le risque de voir les traces du passé dans le sable de nos souvenirs.
Vivre, vivre vraiment, regarder loin devant, avancer pas à pas, et laisser le temps, le vent, effacer les empreintes derrière soi.